Madame le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Première question, Monsieur le Directeur, vous venez de nous dire que vous estimez que la plupart des retards sont essentiellement attribuables à la société Ecomove, en tout cas à l'heure actuelle et peut-être jusqu'avant la suspension de l'écotaxe. Est-ce que c'était pas un petit peu prévisible quand même qu'en choisissant une technologie très nouvelle et puis une société qui n'affichait en plus que 30 millions de fonds propres dans le capital, etc., est-ce que c'était pas un peu prévisible qu'il y aurait des retards? Est-ce que les délais initiaux, autrement dit, n'ont pas déjà été calculés un peu trop juste? Un bouton, on me donne la parole automatiquement, c'est ça? Ouais. Sur cette question, le résultat effectivement de la consultation a été ce qu'il a été. Il a été évalué d'abord par mes services. Le rapport qui a été fait par mes services a été examiné par la commission consultative qui a été mise en place. Je pense qu'on vous a tenu au courant de ce qui était cette commission consultative, qui a estimé que les délais qui étaient proposés étaient crédibles, sachant que les délais qui étaient proposés par les concurrents étaient certes supérieurs, mais pas de manière substantielle. Donc nous avons pensé dès l'origine que le délai de réalisation, certes, était extrêmement serré, mais n'était pas irréaliste. Sur le coup ensuite, entre l'évaluation préalable et la signature du contrat ou même l'avis de la MAP sur le sujet, l'évaluation du coût est passée de 231 millions d'euros à 650. Donc on a eu des premiers éléments d'explication sur cette évolution. Je pense qu'on peut la qualifier de dérive, hein, sans être péjoratif du tout. Passer de 231 à 650 millions d'euros, c'est quand même important. Est-ce que ça a fait l'objet de notes? Est-ce que ça a fait l'objet d'un suivi? Est-ce que ça a fait l'objet de rapports auprès des ministres ou des instances concernées? Alors, à ma connaissance et de mémoire, je n'ai pas souvenir d'avoir fait de rapport spécifique aux ministres concernés sur le sujet. Simplement, ça apparaissait à l'évidence comme étant le résultat de la consultation qui a été menée. Dont par contre, évidemment, les ministres ont eu connaissance avant de faire le choix définitif du classement qui a été effectué. Je n'ai pas fait, à ma connaissance, et je parle sous serment, donc je garderai de dire que j'en suis sûr, mais je n'ai pas de souvenir d'avoir fait de note explicite sur le sujet. Encore une fois, celle-ci se déduisant du rapport qui a été fait à la commission consultative et qui a été remis au ministre ensuite pour qu'ils établissent le classement. Je voudrais juste dire sur ce point, qui est effectivement un point important, déjà pour qu'on soit au clair sur de quels chiffres on parle. D'abord, il y a un sujet qui est les modalités de prise en charge des coûts de conception et de réalisation des équipements embarqués. Le montant initial, 231 millions que vous évoquez, qui figurait dans l'évaluation préalable, il ne prenait en compte que les éléments embarqués des non-abonnés. Les coûts estimés donc, des équipements embarqués des non-abonnés s'élevaient à 71 millions d'euros en utilisant les technologies dites GNSS et à 3 millions d'euros en DCRC. Bon, je ne vais pas faire dans des détails trop techniques, d'autant que je ne suis pas un spécialiste. Ceux des abonnés s'établissaient à 96 millions d'euros en GNSS et à 14 millions d'euros en DCRC, pris en charge à travers les coûts d'exploitation via la rémunération annuelle des SHT. Donc les chiffres qu'il faut comparer, je vous mettrai ça par écrit parce que c'est effectivement assez compliqué. Les investissements d'évaluation préalable, en réalité, c'était 327 millions d'euros si on intègre ce coût supplémentaire qui n'est effectivement pas intégré dans l'évaluation préalable. Il s'agissait par ailleurs d'une estimation en valeur août 2008. Les investissements d'Ecomove, les 650 millions d'euros que vous évoquez à juste titre, sont chiffrés en valeur fin 2011 et ils comprennent 67 millions d'euros de frais de financement et impôts qui n'étaient effectivement pas intégrés dans le calcul qui était uniquement un chiffre d'investissement brut. Donc les chiffres qu'il faut vraiment comparer, et encore une fois, il y a effectivement, comme vous l'indiquez, un grand écart qui reste, 327 millions d'euros 2008 et 581 millions d'euros 2011. C'est vraiment la base, quand on compare toutes choses égales par ailleurs, sur laquelle il faut se baser. De ce que l'on a re-regardé à nouveau, les différences proviennent du dispositif de contrôle, qui est passé de 76 à 198 millions d'euros, et essentiellement du système central, qui est passé effectivement de 38 à 135 millions d'euros.
Encore une fois, on vous donnera donc du coup, dans la mesure des possibles, parce qu'il faut les rechercher dans tous les dossiers, le détail effectivement de ces évolutions. Je rajouterai que ce qui est intéressant, c'est de comparer les coûts globaux et qu'il y a aussi eu une augmentation sensible sur le réseau de distribution en ce qui concerne les estimations des investissements, puisqu'on avait imaginé dans un premier temps que c'était du personnel qui serait mis en place et qu'en fait, on a finalement dans le projet final prévu des systèmes de contrôle, des systèmes de distribution automatisés qui, du coup, sont inclus dans l'investissement. Donc, sur ces points-là, j'essaierai de vous donner des précisions écrites plus précises. Mais voilà les grandes explications en fait de cet écart de coût. Mais justement, je suis quand même, je persiste à être un petit peu étonnée parce que on dit depuis le début, et je crois que personne ne le conteste ici, c'était déjà un dossier complexe, difficile à mener. Donc, il me semble que dès le début, il aurait fallu peut-être s'accrocher de très très près à avoir des définitions très précises, à savoir de quoi on parle de façon très précise. Il y avait déjà, me semble-t-il, suffisamment de vagues et de flou sur un certain nombre d'évaluations. Donc je m'étonne vraiment que ce soit aujourd'hui que vous me disiez on va rechercher, on va vous expliquer pourquoi. Il me semble que je vous ai donné les explications, Madame la rapporteure, essentielles des écarts et des dérives. Les estimations s'étaient fondées, on dit deux mots de plus, on fait des estimations sur un système effectivement très complexe, comme vous le dites, qui n'a pas de précédent, en tout cas dans notre pays. On s'est entouré de toutes les conseils possibles pour faire ces estimations. Ensuite, c'est le marché qui a répondu. Et encore une fois, il y a eu 3 concurrents qui ont répondu à cette consultation. Les 3 concurrents, là aussi, on parlait des délais tout à l'heure, les 3 concurrents étaient dans ces ordres de grandeur de prix. Donc une solution, effectivement, et un projet très innovant, très complexe. Ça, je ne peux qu'agréer avec vous. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, d'ailleurs. Et derrière, des offres économiques qui ont été remises et qui sont ce qu'elles sont. Et ces montants de prix, là, quand ils sont arrivés, les premiers montants, ils vous ont surpris? Vous les avez trouvés? C'était ceux à quoi vous attendiez? Les tout premiers montants, je parle sous le contrôle de mes collaborateurs, les tout premiers montants dans les offres initiales étaient encore plus élevés. Donc on avait été effectivement très surpris. Et effectivement, quand on a regardé après les offres finales, je pense qu'on a des raisons, qu'il y a des raisons objectives qui aboutissent à ces coûts. Sur les augmentations, moi j'avais une question, je redonne la parole à Madame le rapporteur. Est-ce qu'il y a eu des modifications, enfin des surcoûts par rapport au chiffrage réalisé à la date de la signature du contrat? Est-ce qu'il y en a eu après la date en surcoût, après la date de signature? Et est-ce que s'il y en a eu, ça a été pris en charge par Ecomove? Alors, comme vous le savez, sur ce point précis, le contrat il est passé avec des prix déterminés forfaitairement, qui sont ceux donc, qui ont été rappelés par Madame la rapporteure. Le contrat n'a évidemment pas été modifié depuis qu'il a été passé. Et donc, tout surcoût dans la réalisation des prestations, y compris ceux qui seraient liés à des retards qui sont dus donc à Ecomove, sont à la charge de cette société. Sauf à ce que, dans les discussions que nous allons avoir ensuite, à ce que la société puisse prouver que l'État est responsable de ces surcoûts. Mais pour l'instant, nous n'avons pas entamé de discussion sur ce point précis. Alors, toujours pour rester un petit peu sur cette thématique de la complexité technique ou technologique, j'ai vu le terme dans les rapports d'analyse d'offres et dans d'autres documents de démonstrateur. Qu'est-ce que c'était que le démonstrateur? À quoi servait-il? Quel était son rôle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si c'était quelqu'un qui était chargé de montrer comment le matériel fonctionnait? Alors, le démonstrateur... L'État, dans le cadre du dialogue compétitif, a souhaité s'assurer que les candidats auraient les expertises et les capacités techniques pour développer et mettre en œuvre les composants qui interviennent dans les sous-ensembles sensibles du dispositif, basés sur des technologies, comme on l'a déjà dit, qui étaient extrêmement spécifiques et innovantes. On a donc demandé aux candidats de fournir un démonstrateur dans le cadre de la proposition initiale. Ça correspond, ce démonstrateur, à toute ou partie d'un système technique à développer qui permet d'apprécier la robustesse et le niveau de maturité d'une solution technique en tant qu'elle répond à des fonctions qui étaient considérées comme extrêmement critiques dans le système.
Les exigences qui étaient attendues étaient précisées à l'annexe du règlement de la consultation de la proposition initiale. Les résultats des essais des démonstrateurs initiaux, qui n'étaient pas engageants pour les candidats, ont été tels que l'État a décidé de demander la fourniture d'un nouveau démonstrateur dans le cadre de la remise de l'offre finale. Je rajouterai que lors de la remise de l'offre finale, pour s'assurer du bon fonctionnement des démonstrateurs, l'État a mis à disposition de chaque candidat un local sécurisé. Il a alors pu installer ses équipements, s'assurer du bon fonctionnement de ceux-ci, avant de laisser à la disposition de l'État pour les essais. Chaque candidat a disposé de conditions identiques pour l'installation de son démonstrateur, local sécurisé, électricité, surveillance, temps d'installation, essais de bon fonctionnement, etc. La qualification de la performance globale du système et la vérification du bon fonctionnement lors de la montée en charge ne faisaient pas partie de ce démonstrateur, qui a donc porté essentiellement sur la fonction de collecte des éléments d'assiette de la taxe. Donc en quelque sorte, c'est un prototype. Oui, enfin, en miniature. D'accord. Et à échelle réduite. D'accord. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions technologiques peut-être avant de passer à... ou sur la technique. Non, moi je suis sur le contrat plutôt. Cratinger. Ah, monsieur Cratinger, pardon. Merci, Madame la rapporteure, Madame la Présidente. Moi, je voudrais poser une question donc, Monsieur le Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer. Une question, enfin, quelques questions qui se regroupent dans un chapitre. Voilà. D'abord, le système français, celui qui a été adopté, est-il, comme le souhaitent les directives européennes, interopérable avec les dispositifs mis en œuvre dans les États qui nous bordent, en particulier dans le nord-est de la France, parce que c'est de là que s'écoule le plus grand nombre des véhicules routiers. C'est un premier élément de question. La deuxième question, deuxième interrogation, bon, la complexité est souvent évoquée. Personnellement, je ne vois d'ailleurs pas très bien comment ça ne serait pas complexe. Mais cette complexité justifiait-elle, le recours à des, disons, à la procédure telle qu'elle a été adoptée, c'est-à-dire celle d'un PPP. Est-ce que cette complexité avérée justifie cette procédure de PPP, ou bien y avait-il d'autres chemins, et si oui, lesquels, et quels étaient leurs avantages ou leurs inconvénients? Et puis, dans le même chapitre, y avait-il un intérêt à séparer la construction de l'exploitation d'un tel système? Question, Monsieur le Président. La première question sur l'interopérabilité, le principe est bien effectivement, contrairement au système allemand où les systèmes d'équipement embarqués doivent être achetés aux prestataires, enfin aux PPistes qui gèrent le contrat, et que le système puisse être opéré avec des équipements embarqués qui appartiennent et qui sont fournis par les différentes sociétés habilitées de télépéage. Donc le système est bien prévu pour être interopérable. Ça, c'est la première réponse. C'est d'ailleurs un des sujets que la Commission européenne a regardé de près dans tous nos dispositifs. S'assure que le système, si les sociétés habilitées de télépéage donc, voulaient fournir des équipements embarqués, que ce soit une possibilité. Sur la question du recours au PPP. Alors, c'est effectivement la question. Alors, quelle était l'alternative par rapport à quelles étaient les autres formules? L'autre formule, c'était de passer un système en maîtrise d'ouvrage public, qui était effectivement un système qu'on aurait pu envisager. Mais effectivement, ça paraissait extrêmement compliqué et je ne suis pas convaincu je dirais que l'administration, pas seulement celle que je dirige d'ailleurs, que l'administration était en état de prévoir effectivement
une consultation sur un système aussi complexe, avec du coup l'obligation pour elle de s'assurer que toutes les interfaces étaient bien, comment dirais-je, étaient bien fonctionnelles. Il y avait un véritable risque que s'il y avait des dysfonctionnements ensuite, on soit dans une complexité de chercher les responsabilités des uns et des autres qui aurait été quasiment impossible. Hein. Je ne veux pas citer des exemples que je connais bien dans le bâtiment, mais c'est certain qu'à partir du moment où les bâtiments on a des bâtiments extrêmement complexes à construire. Le fait d'essayer de travailler en lots séparés rend l'exercice particulièrement compliqué, ensuite de coordination, etc. Et je ne pense pas que, en tout cas dans mes équipes ou dans celle des GDDI, nous avions les moyens humains pour assurer cette coordination et ces interfaces, sauf à utiliser alors des armadas de bureaux d'études pour nous conseiller, ce qui aurait été compliqué. Je crois d'ailleurs qu'il y a un pays, je pense que c'est le Pays-Bas, qui avait adopté cette logique de lotissement et qui effectivement était arrivé à effectivement quelque chose d'impossible avec 200 agents et des conseils divers pour mener le projet, que d'ailleurs entre-temps il a abandonné en février 2010. Je ne veux pas non plus citer des exemples qu'on connaît dans notre pays, mais je crois que l'exemple de la paye du ministère de la Défense, malheureusement, montre aussi qu'il y a quelques difficultés à gérer en maîtrise d'ouvrage direct ce genre de projet avec des interfaces multiples. Donc sur ce recours au PPP, je confirme que l'analyse qu'on a faite, l'analyse d'ailleurs de la MAP, qui a été produite, justifie totalement la procédure que l'on a mise en place. Juste pour revenir sur l'interopérabilité, l'interopérabilité, c'est avec un certain nombre de pays européens. Avec quel pays le système choisi est-il réellement interopérable ? Le système encore prévoit que ce soit les équipements, c'est les équipements embarqués. Et donc, il y a plusieurs sociétés habilitées de télépéage qui se sont mises dans le système, dans le projet, effectivement, et qui proposent leurs propres équipements embarqués. Du coup, ce n'est pas celui qui est fourni par Ecomove qui est le seul qui est disponible pour les transporteurs. Oui, mais justement, ma question précise, elle est, les équipements embarqués aujourd'hui fournis par Ecomove ou par les sociétés de télépéage agréées sont interopérables sur quelle géographie ? Quel territoire géographique avec quel pays ? Autrement dit, je vais volontairement forcer le trait, est-ce qu'on est interopérable avec le Brésil ou est-ce qu'on est interopérable avec l'Italie ? D'accord. Ce sont les réseaux. Donc c'est la question géographique que vous posez, si je comprends bien. Parce que je cherchais la liste, que je ne connais pas par cœur, mais la liste des sociétés de télépéage, effectivement, qui sont dans le projet. Donc les réseaux sur lesquels les équipements n'ont pas été choisis ni par nous, d'ailleurs, ni par Ecomove, autant que je sache, les SHT, donc, avec lesquels on travaille, sont implantés sur 4 pays, la France, l'Italie, l'Espagne, et il y en a un 4e, la Belgique, je crois. Donc sur lequel d'ailleurs il y a un projet semblable au nôtre qui est en train d'être développé. Donc les 4 pays que je peux citer. Par rapport au SHT, effectivement, le vrai sujet, c'est qu'effectivement les transporteurs n'est pas à s'équiper de 50, enfin j'exagère, de 28, s'il y a 28 pays qui mettent ce genre de système, de 28 équipements différents pour traverser chaque pays. Et donc c'est effectivement les SHT qui, elles, doivent avoir un équipement embarqué qui soit interopérable dans plusieurs pays. D'accord. Et juste une autre question, parce que vous venez de parler d'un logiciel qui a posé quelques soucis à la Défense. Est-ce que justement l'une des sociétés de la SAS Ecomove n'est pas la société qui a fourni le dit logiciel ? Alors, Madame la rapporteure, je ne voudrais pas rentrer dans le détail. Effectivement, Steria est intervenu à un moment pour le citer, est intervenu dans le système du logiciel de la Défense. Je me permets, je ne devrais pas le faire devant les représentants de votre très haute Assemblée, de renvoyer à ce qui est écrit dans le rapport de la mission d'information de l'Assemblée sur le sujet, qui dit qu'au contraire, Steria est intervenu à un moment plutôt pour sauver le projet qu'autre chose. Le document de l'Assemblée, évidemment, est public. Alors, avant de donner la parole à Michel Teston et Louis Nègre qui l'ont demandé, moi j'avais une question à vous poser d'abord sur comment les tarifs de l'écotaxe sont fixés. Je voudrais savoir comment vous les avez déterminés, ces tarifs. Est-ce que vous avez fixé un produit total pour déterminer ensuite des tarifs
ou est-ce que vous avez déduit le produit total après avoir arrêté les tarifs? Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore posée vraiment. Ah, c'est une excellente question, Bien Madame sûr. la Présidente. Mais elle est quand même très importante. Elle est importante, excellente. J'aurais un peu tendance à renvoyer la question parlementaire. Non, je ne veux pas faire de mauvais esprit. Le chiffre qui a été évoqué depuis le début, attendu de cette recette dans les débats effectivement parlementaires, et quand le dossier a été abordé sur le plan politique, moi j'ai entendu parler, vous tous, vous avez souvent entendu parler d'un chiffre qui tournait autour d'1 milliard d'euros. C'était l'objectif que s'était fixé, que m'avait indiqué le ministre à l'époque, Jean-Louis Borloo. C'était l'ordre de grandeur de ce qu'on attendait de cette écotaxe. Et donc effectivement, on a fait deux calculs. On a fait un premier calcul qui était donc dans le respect des normes et des obligations de la Commission européenne de calculer le taux plafond qu'il était possible d'imposer aux transporteurs, puisque ce taux plafond doit effectivement refléter le coût d'usage de l'infrastructure. On a abouti à un chiffre, mes collaborateurs ont dû vous en parler, ce taux plafond de l'ordre de 16 centimes d'euros du kilomètre. Après, donc, on avait toute l'attitude pour fixer ce taux entre je crois que c'était 12, non, 12 ou 13 le taux plafond, je dis bien. Ah, le taux plafond. Le taux plafond. Donc, c'était le premier exercice. J'avais compris que c'était la réactualisation. Non, ça c'est le premier exercice de calcul. Respect des règles communautaires. Donc 16 centimes d'euros du kilomètre. On n'aurait pas pu, en l'état actuel du réseau, des coûts d'investissement, des coûts d'entretien, etc. Ça aurait pu être délicat, au regard du respect de la directive Eurovignette, de fixer un coût supérieur à 16 centimes d'euros du kilomètre. Alors après, effectivement, les 12 centimes ou les 13 centimes ont été calculés pour remplir à peu près la commande qui était de récupérer un Donc milliard vous d'euros. me dites, vous me répondez que c'est le produit total qui a été décidé. Bien sûr. Sachant que quand même, vous avez décidé quand même de la charge des camions. On a décidé 3,5 tonnes, on aurait pu décider 12 tonnes comme en Allemagne. Vous avez quand même aussi déterminé quand même le réseau taxable aussi. Alors c'est la loi qui a décidé. C'est la oui, loi. Mais enfin c'est vos calculs quand même de votre ministère. Attendez, sur le chiffrage que je viens de dire, c'est effectivement les calculs de notre ministère. C'est tout à fait clair. C'est important ce que vous dites, parce que si on a décidé du tarif global, aujourd'hui, c'est difficile après de dire que c'est cher, les 232 millions, parce que c'est plus... Voilà, on fixe... Je ne vous fais pas dire, Madame la Présidente. C'est pour ça que c'est compliqué. Je ne vous fais pas dire. Est-ce que vous répondiez bien à cette question? Oui, non, mais je vous le fais pas dire. Si, d'abord, alors effectivement, le plafond, 16 centimes. Au-delà de ça, je pense qu'il y avait des risques 16 centimes ou 16 centimes 5. Je ne dirais pas au centime près, mais 16 centimes. Au-delà de ça, effectivement, il y avait des vrais risques contentieux au regard du respect de la directive Eurovignette, c'est tout à fait clair. Donc il fallait qu'on fixe un chiffre qui soit inférieur à ce montant. Je me permets juste de faire une petite allusion. Je reviendrai ensuite à votre question sur 3,5 tonnes, 12 tonnes. Si demain on décidait que les régions devaient fixer individuellement leur taux, puisque j'entends dire ça ici ou là. Ça varie. Je dis bien si les régions devaient fixer individuellement leur taux. Parce qu'il y a d'autres formules que de fixer individuellement leur taux. Et si c'était ça l'hypothèse, il y aurait un vrai sujet. Pour le coup, on devrait refaire travailler les ordinateurs, parce que ce taux devrait être calculé région par région. Le plafond, je dis bien, le plafond, au regard de ce que je viens de dire par rapport aux directives européennes. Donc ça, c'est par rapport à votre question, donc sur le 12 centimes, 13 centimes, le milliard d'euros. La deuxième question, 3,5 tonnes, 12 tonnes, au-delà de la boutade, effectivement, sur le fait que ça a été voté comme ça, le chiffre, le tonnage, c'est les orientations actuelles de la Commission européenne qui incitent plutôt à mettre le seuil à 3,5 tonnes. Mais on peut, là aussi, dans toutes les discussions qu'il y a, c'est un sujet qui peut être ouvert, de savoir si effectivement on devait revenir à un tonnage plus élevé comme seuil minimum de taxation. Alors, je donne la parole à Michel Teston d'abord, qui l'a demandé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, en réponse à la question posée par Yves Crattinger, vous avez indiqué que la maîtrise d'ouvrage publique aurait posé de gros problèmes et que c'est une des raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue. Moi, je ne peux pas m'empêcher de constater que
On est passé de 320 millions d'euros à 580 millions d'euros, ce sont les chiffres que vous venez de citer expressément. Et donc il y a eu un écart très important par rapport à l'évaluation initiale. Dès lors, bien évidemment, il n'y a pas que l'aspect gestion et les problèmes que ça pouvait poser pour la puissance publique qui devaient être pris en compte. Il y a la question également du coût pour la collectivité en général. Donc ma question est très simple. Qui a pris la décision de recourir au partenariat public-privé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous en lien avec d'autres directeurs du ministère ou est-ce que la décision a été politique? Oula, le choix donc a été soumis. La possibilité déjà de recourir à un PPP a été soumise au Conseil d'État, qui donc et donc sur ce plan-là, c'est le gouvernement qui pose des questions. C'est le gouvernement qui pose des questions au Conseil d'État. Et en posant la question, le gouvernement avait clairement, effectivement, en tête que ce soit une des solutions qui puisse être retenue. Ensuite, il y a eu la phase de consultation. C'est évidemment une décision du gouvernement qui a, sur proposition des directions générales, j'assume complètement, la direction générale, la mienne, la direction générale des douanes et des droits indirects, la direction du budget avait regardé ça aussi, la direction de la législation fiscale a regardé ça aussi. Donc voilà, c'est ça le processus qui a eu lieu. Et la consultation a été faite évidemment dans cette forme, avec l'accord des ministres de tutelle. Et pourquoi avoir mis en place une mission de tarification spécifique au contrat écotaxe alors qu'il existe quand même un département d'expertise des PPP au sein de la direction générale? C'est étonnant ça qu'on ait fait ça. Bon, j'ai pas très bien compris. Il n'y a pas tant que ça de PPP de l'État. Je crois qu'actuellement, ils en ont 3 PPP à suivre. Donc, cette direction, je pense qu'elle n'est pas surchargée. Je suis étonnée parce que après, j'ai pas très bien compris dans les auditions ce que vraiment cette mission de la tarification avait fait. Voilà. Pas la mission de tarification, parce que je pense que vous les avez auditionnés, je pense que c'est la mission de tarification qui a piloté tout le projet. Donc je ne parle pas du département PPP. Attendez. Donc, pour revenir là-dessus. C'est pourquoi la création de cette mission? Alors, pourquoi la création de cette mission? C'est parce qu'il s'agissait d'un projet extrêmement spécifique, comme vous l'avez fait remarquer, qui en plus a nécessité de faire travailler 2 directions générales ensemble. Puisque le projet il a été conduit complètement, la plupart des notes qui ont été faites sur le sujet ont été co-signées entre moi-même et mon collègue des douanes. Alors il y a certes un département d'expertise sur les PPP dans ma direction générale, dont vous avez auditionné le responsable, et je voudrais juste faire un tout petit décrochage par rapport à ça. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable a expertisé le système et la manière dont les PPP étaient gérés pour l'ensemble du ministère. Il y a un rapport qui a été remis, que évidemment nous tenons à votre disposition sur le sujet, et a considéré qu'on avait une optimisation qui était très convenable. Il a même proposé, allant dans un sens qui est totalement, comment dirais-je, qui n'est pas celui que vous suggérez, qui serait au contraire que cette mission n'intervienne qu'en conseil des services qui gèrent des PPP. Donc elle n'est aucune mission opérationnelle. J'ai fait le choix qui a été retenu par les arrêtés successifs d'organisation du ministère. J'ai fait le choix que ce département de PPP traite effectivement les PPP routiers, qui sont ceux qui sont traités par la direction dans laquelle est rattaché ce département PPP, et les autres PPP sont traités par des services différents. Donc la mission de tarification qui a été mise en place, mais je vous répondrai précisément par écrit sur toutes ces motivations, la mission de tarification qui a été spécifiquement mise en place pour la complexité du projet et pour être clairement complètement en binôme avec la Direction générale des droits et des douanes et des droits indirects, avec un directeur que nous avons choisi d'un commun accord, Antoine Mocor qui est derrière moi, assisté en fait de deux adjoints, je dirais, un à la DGITM, Olivier Coy, et l'autre à la DGDDI, qui est Anne Corail. Donc l'idée était vraiment, effectivement, d'avoir une mission très très spécifique là-dessus, qui par contre a eu recours évidemment à des expertises diverses dans le ministère quand il y en a eu besoin. Et encore une fois, donc on est plutôt par rapport à la question que vous posez un peu à l'inverse parce qu'on pourrait imaginer aussi à l'inverse de ce que le Conseil général nous avait suggéré, on pourrait effectivement imaginer que donc
formule où le département PPP ne traiterait aucun PPP, et une autre au contraire, où il traiterait tous les PPP du ministère. Mais bon, j'ai considéré, à tort ou à raison, je pense qu'encore une fois, le projet étant ce qu'il est, on est quand même arrivé à le conduire, me semble-t-il, correctement. C'est une appréciation personnelle sur ce sujet, de confier tous les PPP à ce département aurait sans doute gonflé un peu trop fort et sur un sujet pareil aurait rendu difficile la production du dispositif. Mais je répondrai par écrit sur ce point, y compris sur les décisions qui ont confié le pilotage, etc., puisqu'il y a des vrais sujets. Oui, pardonnez-moi d'insister et de poser et de reposer des questions, mais on est en commission d'enquête, donc on aime bien avoir les réponses, y compris par plusieurs biais. Bien sûr. Sur ce PPP, chaque fois qu'on pose la question de la pertinence du PPP, on nous répond le Conseil d'État a dit que. Mais le Conseil d'État n'a jamais dit que c'était la meilleure des solutions. Il a simplement considéré qu'il était effectivement possible de passer un PPP, y compris pour tous les aspects fiscaux, sous réserve de certaines conditions, etc. etc. Donc, nous répondre que le Conseil d'État a dit que, me semble-t-il, n'est pas la réponse à la question. La question précise, elle est un PPP pouvait-il ou devait-il être la meilleure des solutions, quel que soit l'endroit où on mettait le curseur. Donc aujourd'hui, le curseur, les douanes nous l'ont clairement explicité, c'est le recouvrement forcé, c'est de notre compétence et tout le reste, c'est de la compétence du privé. Est-ce que c'était vraiment la meilleure solution? Est-ce que c'était la solution à la fois la plus simple? Est-ce que c'était la solution qui permettait de garantir le meilleur fonctionnement et investissement des finances publiques? Est-ce que c'était la solution qui permettait le meilleur contrôle? Est-ce que c'était la solution qui permettait d'aller le plus vite? Écoutez, j'ai essayé de répondre à cette question. Je n'ai probablement pas été assez clair, mais ma réponse elle est oui. J'ai essayé de donner les explications. À ma connaissance, d'ailleurs, c'est des systèmes extrêmement proches en plus qui ont été retenus à l'étranger. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Enfin, je vous dis la complexité du système, l'intégration du système, le fait effectivement la difficulté d'avoir à gérer des interfaces entre des intervenants divers, l'absence de compétences suffisamment nombreuses et qualifiées au sein de nos structures faisait que c'est la démarche qui apparaissait la plus logique. A demandé la parole. Il y a une des questions de M. Teston auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, il faut le faire, pardonnez-moi. Bon, je m'excuse. Non, c'est moi qui ai... Bon, ça vous va, ok. Alors, c'est... Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Je vais aborder cette question. Vous voyez, depuis une demi-heure, ça tourne autour de la MOP ou du PPP. Finalement, on se demande pourquoi, quelle mouche vous a piqué de prendre un PPP. On voit bien la difficulté d'aborder ce sujet. Alors, moi, je vais le prendre d'une manière un peu différente. J'ai quelques souvenirs de la toll tax qui s'est installée en Allemagne. Et ma question est donc, ma première question, elle est la suivante. Qu'ont fait les autres pays européens qui se sont retrouvés dans la même situation d'établir une écotaxe? Est-ce qu'ils sont passés par la MOP ou est-ce qu'ils sont passés par des PPP? Ma réponse, là aussi, je parle sous serment, donc je ne veux pas dire des choses dont je ne suis pas sûr. Il y a au moins deux pays où je suis tout à fait sûr que c'est passé en PPP, c'est l'Allemagne et la République tchèque. La Slovaquie, pardon. La Slovaquie. Donc deux pays sur lesquels je suis sûr. Et autant que je sache, mais là pareil, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que la Belgique est en train de s'engager sur le même principe. Bien. Donc, inversement, est-ce que vous connaissez des pays européens qui sont passés en maîtrise d'ouvrage public pour mettre en place... Ma réponse sous serment, il y en a peut-être un qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est la Suisse. Donc, avec un système, effectivement, notamment sur les poids lourds, qui est spécifique et qui est plus ancien, je crois, un des plus anciens. Ouais. Donc, ça serait intéressant de savoir, je le dis à la commission d'enquête, pourquoi les autres pays ont pris un système qui n'est pas la MOP. Bon. La deuxième question que je pose, au niveau des industriels et des innovations technologiques du système mis en place, là encore, pour être allé sur place, on a cru comprendre que c'était un système très innovant. Bon,
L'interopérabilité en particulier. Oui. J'ai vu que nous avions des entreprises françaises là-dedans, et pas que les Italiens, des entreprises françaises comme Thales, etc., qui sont des entreprises de pointe. Est-ce qu'on peut imaginer que cela pouvait avoir un effet sur la capacité d'exportation demain d'un produit français innovant? Est-ce que ça a joué à un quelconque moment? Et est-ce que l'industrie française pouvait en tirer gloire? Voilà. Alors, il y a dans l'ensemble du système, il y a les SHT déjà, qui sont pour certaines françaises, donc effectivement qui participaient à un système en France et qui du coup pouvaient opérer dans d'autres pays. Vous avez cité Thales, je suis convaincu que si je suis convaincu, donc c'est un sentiment que je donne, c'est pas une affirmation. J'ai tendance à penser que si il n'était pas arrivé ce qui est arrivé à notre taxe en France, Thales aurait pu être en bonne position pour répondre en Belgique et donc exporter la technologie en Belgique. Troisième et dernière question, c'est une question, j'allais dire, sinon d'ambiance, du moins de fond. Si c'était à refaire, Monsieur le Directeur Général, referiez-vous la même chose et auriez-vous le même choix à préconiser? Alors, ma réponse elle est claire, c'est oui. J'ai aucun état d'âme là-dessus. Je ferai juste un commentaire, parce qu'il y a un moment où, sur le plan personnel, puisque là vous posez une question très personnelle, je me permets juste de faire un commentaire. Vous avez sans doute, en tout cas pour certaines ou certains d'entre vous, lu des déclarations récentes du vice-président du Conseil d'État, qui est notre chef à tous fonctionnaires, qui incite les fonctionnaires à prendre des risques. Et qui dit que c'est pas parce que la société surveille de plus en plus. J'ai même son interview là, je l'ai lu juste avant de venir, qui dit que c'est pas parce que la société demande de plus en plus de rendre des comptes qu'il faut que les fonctionnaires soient attentifs et ne prennent pas de risques. Donc je pense à titre personnel qu'effectivement moi-même, mon équipe, nous avons pris des risques en conduisant ce projet. C'est tout à fait clair. Je les assume complètement et encore une fois, je vous dis que s'il fallait les refaire, je referais de la même façon. Alors, Éric Doligé a demandé la parole. Eh bien, merci, Madame la Présidente. Juste une incidence, je pensais, comme le Conseil d'État, le président du Conseil d'État ou le vice-président du Conseil d'État a dit qu'il fallait prendre des risques. J'espère qu'il en prendra dans le cadre du découpage des cantons et qu'il saura regarder ça avec beaucoup d'attention. Bref. J'ai assez envie de vous lire. C'est vous qui m'avez... J'ai assez envie de vous lire, si vous... Elle est très courte, la partie de son interview qui parle de ça. Oui, ça m'a beaucoup interpellé, hein, je vous le cache pas. La prudence et la prévoyance sont deux qualités nécessaires dans la prise de décision publique. Je pense assumer ça, mais elles ne doivent pas être dévoyées au point de devenir de la réticence et de la frilosité, voire de la crainte d'agir. La conduite des politiques publiques implique que des risques soient pris et assumés. Et or, aujourd'hui, alors que les méthodes de management reposent sur la performance et l'évaluation, se développent paradoxalement et de manière préoccupante des comportements de plus en plus précautionneux. La société française a de plus en plus soif de justice, etc. Mais cela ne doit pas être un facteur d'inhibition. Les décideurs publics doivent accepter et dépasser ces contraintes. Bien, merci. Je n'ai pas eu le temps de la prendre par cœur, mais je le regarderai parce que je lui ressortirai à l'occasion. Je peux voilà, vous me le passez. Alors, ça peut m'être utile. Bien, donc merci. Ceci étant, on a réglé nos affaires personnelles. On va passer peut-être revenir au sujet. D'abord, pour vous dire que moi, je considère que le partenariat public-privé a été mis en place comme un outil qui doit permettre effectivement d'apporter des réponses dans certains cas. Et quand on prend la définition de l'objet du marché qui a été passé, je trouve que c'est tout à fait dans le cadre des PPP. Enfin bref, chacun a sa vision. Moi, je pense que si j'avais été, si un jour j'avais pu être directeur général des routes, je pense que d'abord, j'aurais mieux réglé mes problèmes routiers chez moi. Et puis ensuite, j'aurais probablement passé la même procédure. Ceci étant, dans les délais, moi, je m'interroge parce qu'on parle toujours du délai auquel devait être livré le processus définitif qui était au mois de septembre, au mois de juillet ou au mois d'août 2013, je crois. Le 20 juillet 2013. 20 juillet 2013. Mais je me souviens d'un certain nombre d'auditions qu'on a pu avoir avant
dans le cadre d'un certain nombre de réflexions, du transfert des routes, et puis au-delà, dans le cadre de la mise en place de ce système d'une écotaxe. Et je me souviens qu'on avait évoqué des mises en œuvre plus précoces, si j'ose dire. Tout à fait, Monsieur le Président. Donc ce serait peut-être intéressant quand même de resituer dans le cadre par rapport à la loi origine, parce que moi je me souviens que dans certains budgets, dès 2012, me semble-t-il, on marquait déjà ou on inscrivait déjà des recettes potentielles. Donc ça n'est pas qu'à partir de juillet 2013. Donc il y a ce point particulier, puis de voir la date réelle d'entrée en œuvre qui était prévue au mois de juillet. Alors effectivement, on vous a posé les questions, les retards dus à Ecomove, etc. Je pense aussi qu'à l'époque où on en est, maintenant, et par rapport à la future mise en œuvre, tous les retards ne seront pas dus à Ecomove entre la mise en œuvre réelle et l'application de la facturation et la date d'aujourd'hui, puisque si Ecomove n'est pas encore tout à fait prêt ou est prêt aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore pour un certain nombre de mois. Donc il y aura des responsabilités qui probablement vont être de plus en plus partagées. Ensuite, tout à l'heure, j'ai entendu, c'est pour ça que j'aimerais pas qu'il y ait une fausse information qui circule. On dit les taux pourraient être fixés au niveau des régions. Enfin, non, mais c'est des bruits qui courent. Enfin, je les ai lus comme vous. Je les ai lus comme vous, mais je rectifie parce que, enfin, je précise parce que, à ma connaissance, c'est pas les régions qui sont responsables des routes sur le terrain. Et si les régions se mettent à déterminer des tarifs au niveau régional, alors que la propriété des routes n'est pas la leur et qu'elle est très variable selon les territoires, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc je me permets cette incidence tant qu'une nouvelle loi n'est pas votée sur les nouvelles régions, ou alors cela sous-entend qu'on fait disparaître les départements et que les régions reprennent les routes. Donc c'est pas neutre, tous les débats qui ont lieu actuellement, et je pense qu'il faut faire très attention à ces prérequis qui m'inquiètent quelque peu. Ensuite, tout à l'heure, j'ai entendu le coût pour la collectivité. Je voudrais rappeler quand même que le rapport financier est prévu, coût de 1,2 milliard en gros, coût facturation d'1,2 milliard, et puis rapport net pour l'État de 900 millions à peu près. Un peu moins compte tenu de ce qui est prévu pour les collectivités. Oui, enfin, il y avait 150. Et quelques. Oui, voilà. Donc c'est quand même un bon rapport financier. Moi, je sais pas, si on me donnait l'autorisation de le faire, un tel rapport financier, je plongerais dessus rapidement. Donc, c'est pas si mauvais que ça comme rapport financier. C'est vrai que ça coûte cher à percevoir, mais investir 200 millions pour en récupérer 800 ou 900, c'est quand même pas une si mauvaise affaire. C'est pas une critique, c'est une constatation. Moi, j'en suis ravi pour ma part. Après, dernier point, et là, c'est une question que je pose systématiquement. Vous l'avez vu dans les coûts, enfin dans les recettes plus exactement, les collectivités doivent percevoir 100 à 160 millions, enfin ça dépend du trafic, un certain nombre de choses. Donc les collectivités attendent avec une certaine impatience qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau de l'État dès qu'Ecomove sera totalement conforme pour que les recettes arrivent. Et pensez-vous, d'abord, est-ce que vous avez une idée de la date? Ça, c'est peut-être lire dans le mar de café, parce que ça dépendra plus de décisions politiques, probablement, que de décisions administratives. Ensuite, les collectivités qui attendaient des recettes sont-elles en droit d'attendre des arriérés de recettes? Donc, c'est un sujet important sur lesquels, bien sûr, les collectivités qui inscrivent des recettes importantes dans leur budget dans des périodes difficiles iront certainement demander des comptes à un moment donné, parce que ça sera de la responsabilité de l'État d'avoir décidé. Peut-être, Éric, laisser la suspension un tout petit peu de côté. Je préférerais que d'abord on termine sur toutes les questions qu'on a, les questions générales, sur le contrat lui-même, sur les choix qui ont été faits, et la suspension et ses conséquences un tout petit peu à la fin, pour qu'on soit, parce qu'on est tous à avoir beaucoup de questions sur la suspension, donc on reviendra là-dessus. Mais sur les retards, je crois que c'est important que vous puissiez répondre à ce stade-là. Oui, je vais répondre à deux des questions de M. Deligé. Effectivement, j'allais proposer d'essayer de regrouper, parce que en plus c'est des sujets qui sont pour partie pas du tout dans ma main, vous vous en doutez, sur la suspension.
sur la date, donc effectivement, dans une version optimiste, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, et j'ai fait allusion à l'incitation très forte et au volontarisme du ministre de l'époque sur le fait que ça aille vite. On avait imaginé que ça puisse entrer en service effectivement fin 2011, début 2012. C'était ça le scénario. Alors, il y a eu deux éléments par rapport à deux éléments qui ont fait que ce calendrier a été décalé. Le premier, c'est qu'effectivement, les procédures, comme vous avez pu le voir, ont été assez compliquées. La mise au point, effectivement, du cahier des charges, les échanges avec les uns et les autres pour être sûr qu'on ne faisait pas fausse route, la procédure de dialogue compétitif, etc. Tout ça a fait que, je dirais que par rapport au 31 janvier 2012, et au 1er janvier 2012, je dirais comme date de référence, j'assume parfaitement qu'il y ait eu effectivement, sur le plan technique, dans la gestion de la préparation du dossier, un délai d'à peu près, je dirais, un an supplémentaire. Voilà à peu près ce que, sur le plan technique, par rapport encore une fois au volontarisme qui était affiché. Je n'ai plus en tête les délais qui ont existé en Allemagne pour la mise en place du dispositif, mais avec ces délais-là et par rapport au premier vote du dispositif, donc en loi de finances 2009, je pense que si on avait respecté encore une fois 2012 courant ou fin 2012, ça aurait été très 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 bien. Et puis on a perdu aussi, et là par contre évidemment je n'assume pas, même si ça fait partie du projet, on a perdu effectivement de l'ordre de 6 mois avec le contentieux au Conseil d'État sur le classement et du contrat qui a pris, je dirais, toute la première moitié de l'année 2011. Puisque le recours a eu lieu début 2011 et qu'il a été jugé par le Conseil d'État fin 2011. Voilà à peu près. Encore une fois, les dates qui étaient affichées au début étaient sans doute très volontaristes, mais le ministre, encore une fois, insistait pour que ça avance. La deuxième question par rapport au coût, moi je ne dirais pas grand-chose par rapport à ce que vous avez dit. Madame la Présidente y a fait une allusion. C'est de faire des calculs en pourcentage, effectivement, c'est un peu compliqué dans la mesure où on fixe un taux. Donc à la limite, si demain on décidait de fixer un taux à la moitié de ce que liquide est actuellement, le coût en proportion deviendrait absolument faramineux. À l'inverse, si on allait au plafond, en pourcentage, il serait plus faible. Puis je dirais aussi, là aussi, parce qu'il faut comparer évidemment avec les coûts des pays étrangers, ça on a des éléments qui sont à votre disposition sur le coût de gestion des dispositifs, qui encore une fois ne sont pas interopérables. Et puis, sans non plus vouloir jeter quelques pierres que ce soit à qui que ce soit, il y a un autre exemple dans notre pays de gestion d'un système beaucoup plus simple que celui-là, qui est le système de gestion des radars automatisés. Je crois que par rapport à la recette, il est plus élevé que le coût de notre projet, ce qui est quand même, alors qu'il n'y a pas de système de suivi satellitaire, et donc il est dans le principe plus simple. Mais en disant ça, je dis bien que je ne jette pas la pierre, parce que dans ce projet, j'ai pris soin de dire dans l'introduction que le sujet des radars automatisés, contrôle automatisé, ce ne sont pas des sujets qui sont faits uniquement pour récupérer de l'argent. Le radar automatisé, c'est pour la sécurité routière. Et donc que c'est un coût qui soit supérieur à un coût de perception d'une taxe, je dirais, entre guillemets, ordinaire, et paraît tout à fait justifié. Et il en est de même pour ce projet. Il y a effectivement la volonté de percevoir une taxe, mais il y a aussi une volonté d'opérer du report modal, d'améliorer les chaînes logistiques. Et ça a un coût. Il y a aussi une volonté de faire payer les transporteurs étrangers qui sont en transit dans notre pays. Et tout ça a un coût. Donc de dire que c'est un impôt qui coûte scandaleusement cher parce qu'il n'est pas à 2% du coût de perception. Voilà, il y a un exemple qui sont les amendes radars. C'est pas un impôt, mais c'est la perception effectivement d'amendes où il y a une volonté politique de faire un projet et d'améliorer la sécurité routière. Ça a un coût. Et il y a notre projet aussi qui, pour ces raisons, est plus cher effectivement que un système de perception d'une taxe entre guillemets ordinaire. Et c'est d'ailleurs le choix qui a été quand même fait par d'autres pays. Donc ça doit malgré tout pas être si idiot que ça. Avant que je donne la parole à M. Grignon qui a demandé, pour rester sur les retards quand même, est-ce que vous pourriez nous dire, alors vraiment très directement, est-ce que vous estimez que l'État a une part de responsabilité dans les 2 premiers reports de la taxe poids lourd? On n'est pas encore dans la suspension, mais le 20 juillet, on n'est pas prêt a priori. Le 1er octobre, on n'est pas prêt a priori. Est-ce que sur ces 2 premières dates,
il y a une responsabilité de l'État ou si c'est uniquement une responsabilité des COMOV? Je considère, et pour en avoir parlé avec mes services qui sont derrière, et pour avoir suivi un certain nombre de comités de pilotage du projet, je considère que il n'y a pas de responsabilité de l'État dans ces retards, que c'est une position que je défendrai si par malheur demain il y avait un contentieux sur ce sujet. Alors ça ne veut pas dire qu'on gagnera, parce que je pense qu'EcoMove aura des arguments à nous opposer. Ce n'est évidemment pas la position d'EcoMove sur ce retard de 6 mois, mais je pense que de plaider que le retard est imputable entièrement à EcoMove et aujourd'hui en tout cas l'option que je privilégierai. D'accord. Alors on en reparlera. Je ne vous dis pas que je gagnerai. Je ne vous dis pas que que l'État gagnerait. La suspension, on en parlera après. D'accord. Je ne vous dis pas que l'État gagnerait, mais je dis que c'est la position que je conseillerais. Vous précisément sur les retards là-dessus, sur ces 2 points. Je vous dis clairement que c'est la position que je défendrais si demain il y avait un contentieux à défendre sur ce point précis. Mais sans être sûr de le gagner, comme tout contentieux. Alors, M. Grignon a demandé la parole et après, ce sera M. Cratinger qui l'a redemandé. Merci, Madame la Présidente. On tourne beaucoup autour du pot entre les 350 et les 630 millions. Alors, moi, j'ai une question à poser à Monsieur le Directeur, et s'il peut me répondre en son âme et conscience. On est dans ce cas-là avec un sujet très complexe où l'État n'assurait que la maîtrise d'ouvrage du projet. Ma question est, si on était allé plus loin, comme le réclament certains, avec l'État qui assume la maîtrise d'œuvre en s'entourant de tous les conseils qu'il faut, et tous les problèmes que vous avez évoqués, que cela suppose de choses à régler entre les uns et les autres, est-ce que vous ne pensez pas, sans jeter la pierre à personne, sur le premier chiffre, parce que je sais combien c'est complexe, que cette fois-ci, le dérapage aurait été catastrophique? Bon, vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas l'assurer. Je ne peux pas l'assurer, mais je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, il n'aurait peut-être pas été, pour répondre précisément à votre question, je faisais allusion au bâtiment. L'État ne compte pas la somme des dépenses qu'il Alors, il y a évidemment toutes les dépenses de personnel qu'il a fallu recruter, mettre en place, de bureaux d'études, etc. Mais pour avoir, là encore, faire des références à des sujets plus simples que je maîtrise plus pour les avoir pratiqués très en direct, qui sont des sujets de bâtiment, on peut avoir, quand on fait ce genre de choses en lots séparés, des offres qui, dans un premier temps, sont assez alléchantes, et quand on fait le calcul de lot par lot, plutôt avoir des résultats positifs, mais c'est ensuite dans les sujets d'exécution, effectivement, et de problèmes de responsabilité des uns et des autres, et d'interface, que l'on peut avoir des dérapages. Donc il n'est pas impossible que le résultat d'un dépouillement, dans un premier temps, ait été du même ordre de grandeur, et qu'ensuite la gestion du contrat, des contrats pour le coup, parce qu'il y aurait eu une multitude de contrats, aurait été beaucoup plus compliquée. Je n'ai pas fini, madame. Excusez-moi, Non, mais... D'accord. Je continue, c'est pas grave. Bon, j'ai les mêmes interrogations que M. Dollinger, on en parlera après, mais enfin, pour mon département, c'est 1 million. Ah, je n'ai pas répondu à la question de M. Dollinger. Mais... Oui. Pour mon département... Non, M. Dollinger, M. Grignon, M. Dollinger, je suis désolé. Je doutais que le sujet... alors, la date probable, on en parlera tout à l'heure, comme le suggère Mme la Présidente. Les manques à gagner, je suis désolé. Vous doutez que ce n'est pas un élément auquel je peux répondre personnellement. C'est un sujet que vous allez poser sur le plan politique, j'imagine, monsieur le sénateur. Bon, alors, je ne pose pas la question, mais j'indique quand même, monsieur le directeur, que ça fait 1 million d'euros en moins dans le département du Bas-Rhin. Et ça fait encore plus, puisqu'on voulait être expérimentateur et qu'on n'a pas pu avoir la petite plus-value. Bien, mais j'ai une question de fond encore. Parce que là, je m'interroge, ce qui nous pourrit la vie avec ce système, c'est les 3,5 tonnes. Si on passait à 12 tonnes, quel serait le manque à gagner ou quel serait le prix à mettre? Vous ne savez peut-être pas aujourd'hui, mais quel serait le prix à mettre au lieu des 12 ou je ne sais plus combien de centimes, sans aller jusqu'à 16 peut-être, parce que ça nous simplifierait vraiment la tâche en région avec les transports de proximité, j'en passe et des meilleurs, on connaît tous le problème. Alors, je vais essayer de répondre à votre question sur les 2 aspects, monsieur le sénateur. Le premier aspect, c'est si... donc il va falloir faire une règle de 3 que je n'ai pas faite. Dans ma tête, en tout cas, le chiffrage que l'on a, encore une fois, là sont les études de trafic du jour, c'est que si on passait à 12 tonnes, le manque à gagner de recettes serait de l'ordre, je dis bien, de 200 millions d'euros. Donc, en faisant la règle de 3, il faudrait passer probablement à un chiffre de l'ordre de 15 centimes si on veut avoir la même recette, ce qui est un postulat. Voilà, ça doit être ça le calcul.
je le fais de tête, ça doit être de passer à 14 ou 15 centimes pour avoir la même recette. Alors par contre, il y a un deuxième volet à votre question que vous n'avez pas soulevé, mais qu'il faut bien évoquer. Ce choix fait changer le système technologique, au moins des équipements de contrôle fixe, donc les fameux portiques, puisque les portiques qui ont effectivement été conçus par Thales sont faits pour reconnaître des masses autour de 3,5 tonnes. Vous pouvez nous dire quel est le coût unitaire d'un portique, parce que c'est une question qui est posée par c'est l'ordre du million d'euros. Hein, 1 million d'euros un portique? Oui, c'est 1 million d'euros les gros portiques, hein, c'est bien ça l'ordre de grandeur. Hein. Bon, si on voudrait parler plus des portiques, je parlerai plus des portiques aussi. Donc effectivement, il y a alors là-dedans, il y a évidemment l'aspect matériel métallique, et il y a évidemment aussi, enfin, ce qui est coûteux, c'est les systèmes de reconnaissance de forme, et c'est en ça qu'il y a une technologie effectivement hyper pointue de Thales. Donc il faudrait discuter avec Ecomove pour voir dans quelle mesure effectivement et à quel coût, parce que qu'ils puissent le faire, je n'ai aucun doute sur le sujet, à quel coût ils peuvent proposer de faire cette transformation. Et il faudra aussi discuter avec les douanes, si je peux me permettre, monsieur le directeur, parce que les douanes nous ont dit que s'il fallait qu'on bouge quelque chose, il fallait revoir tout l'environnement administratif, des arrêtés, des décrets, etc. Ah oui, bien sûr. Et qu'il y en avait pour 4 à 5 mois avant que ça soit opérationnel. Je vous dis ce qu'on avait entendu dans l'audition. Ça, je dirais que c'est la... Oui, mais ça va se rajouter dans le coût aussi. Hein. C'est des sujets internes à l'administration. Mais de toute façon, on parlera tout à l'heure de la suspension et d'un démarrage éventuel, délai pour un redémarrage éventuel, parce que je ne doute pas que vous poserez cette question. Entre le top départ et le jour où ça peut fonctionner, il y a effectivement tout l'environnement administratif, mais je le faisais ça. On va y revenir après sur la suspension. Je le faisais sous mon chapeau. Par contre, effectivement, le sujet technologique, il est là. Il y a un vrai sujet technologique malgré tout. Mais qui est surmontable, je suppose. Je n'en ai pas parlé en détail avec Thales. Je pense que la réponse est oui, c'est faisable sur ce plan-là. Mais le sujet, c'est à quel coût, surtout alors dans le contexte compliqué dans lequel on est, dans la gestion du contrat avec Ecomove, vous vous en doutez. D'accord. Monsieur Krattinger et ensuite Roland Ries. Merci. Déjà pour rappeler qu'il y a 5500, même un peu plus, je crois, kilomètres de routes départementales qui sont taxables, monsieur le directeur. Je crois que c'est à peu près ça. Oui, c'est bien ça, monsieur le président. Et que c'est en application du texte de la loi qui a été adopté au Parlement. Et donc, ce réseau taxable, il appartient principalement à l'État. Et de façon secondaire, au département, il y a très peu de voies communales qui sont taxées. Il y a le périphérique de Strasbourg. Oui, il y en a très peu, j'ai dit très peu. Voilà. Je parle sous contrôle de monsieur. Et donc, bon, c'est pour le décorum, c'est pas ma question, mais il faudra quand même discuter si un jour il y avait un barème qui ne soit pas national, avec ceux qui sont concernés, quoi. Il faudrait quand même éviter de confier la mission à ceux qui ne le sont pas. Bon, moi je partage le point de vue exprimé tout à l'heure par Éric Deligé, et en même temps je voudrais poser à monsieur le directeur une question assez directe, quoi. Hein. Bon, il y a eu des retards, il y a eu etc. Moi j'ai beaucoup suivi ce dossier, donc je comprends tout ça, mais j'ai envie de lui poser une question très directe. Bon, tout au long de ce dossier qui, maintenant, a vécu des périodes sous 2 majorités différentes, donc sous 2 gouvernements différents. La commande politique a-t-elle toujours été claire et suffisante, je dirais, suffisamment précise, suffisamment forte, suffisamment rapide quand elle devait trancher, hein? Sinon, dans quel domaine, dans quel cas, dans quelle situation ça n'a pas été suffisant, parce que ces retards, ils ont alors des causes administratives, mais n'ont-ils, ou des causes techniques, mais n'ont-ils que des causes administratives et techniques, hein? Et il y a eu visiblement une sous-évaluation, enfin tout du moins, moi je le ressens comme ça, au départ, des contraintes et des délais indispensables. Bon, alors après, dans l'euphorie, des fois on annonce des choses pour demain matin et ça se produit un peu plus tard, hein, mais... Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, bon, on en est,
l'arrêt, enfin, je l'espère provisoire de cette démarche de taxe poids lourd, que j'espère provisoire personnellement, bon, c'est autre chose qui s'est passé que disons la réalisation de l'équipement qui permet de la collecter, hein, et du suivi et du contrôle. C'est autre chose, mais dans cette partie même, depuis la décision ici même au Parlement, jusqu'au mois d'octobre, début octobre, on enregistrait les PL. 180 000. Bon, voilà. Ouais. Donc, dans cette phase-là, est-ce que sur cette phase-là, vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que c'était clair, suffisant tout le temps? Est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Est-ce que il y a quand même eu, hein, moi je prends un exemple précis, quoi. Le texte qui est paru d'ailleurs à une date qui est facile à retenir, hein, le 6 mai 2012, concernant la récupération sur voilà. Hein, honnêtement, moi quand j'ai essayé de le lire, j'ai imaginé immédiatement les difficultés que pourrait avoir un petit transporteur avec 1 ou 2 ou 3 camions. Comment il allait faire ça le dimanche au lieu de regarder la télé ou d'aller se promener, quoi, hein. Donc, bon, alors ça, on a refait un truc après, etc. D'après vous, qu'est-ce qui fait que on est, je ne dis pas perdu, mais qu'on est consommé tout ce temps? Voilà, je ne vais pas dire perdu, parce que c'est jamais perdu. Sur la gestion, puisque vous me posez une question, Monsieur le Président, je ne reviens pas sur le réseau local taxable, hein, je crois qu'on a... mes collaborateurs ont dû donner des explications. Sur ce réseau, moi j'avais trouvé que ça s'était très bien passé, la discussion avec l'État. On a appliqué la loi. Une certaine la petite marge d'interprétation qu'elle laissait. Et puis le Conseil d'État a arbitré au bout. Oui, donc. On a discuté département par département et on est arrivé à un consensus dans la quasi-totalité des départements. Bon. Et le Conseil d'État a fixé. Oui. Donc je ne reviens pas sur ce sujet. Je pense qu'au contraire, enfin, je suis convaincu qu'il a été géré du mieux possible, effectivement, compte tenu de la manière dont la loi a été rédigée et des processus qui ont été mis en place de discussion département par département. Encore, c'était un travail assez astronomique que de regarder quels étaient les effets de report, parce que c'était bien ce que prévoyait la loi, que le réseau local taxable devait être essentiellement celui sur lequel il y aurait des effets de report liés soit à l'écotaxe, soit existants déjà liés au système autoroutier. Donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet et je crois effectivement qu'on est arrivé à un compromis dans le cadre, encore une fois, du respect de la loi, hein, qui avait été votée par le Parlement. Alors vous me posez une question qui est, si je peux la résumer, je pense en un mot, Monsieur le Président, qui est celle, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des retards qui étaient provoqués par une gestion politique du dossier? C'est pas ça, alors j'ai mal compris, parce que c'est... Il y a des arbitrages politiques qui doivent arriver de façon très honnête, hein, je ne mets pas du tout en cause. Et si on les donne le lendemain matin de la question posée, on ne perd pas de temps. Bon. Si on les donne 6 mois après, on perd 6 mois. Alors c'est simple que ça. Je ne peux que répéter hein, ce que j'ai dit dans mon petit propos introductif. J'ai toujours eu une pression politique forte pour que le dossier avance. Et le décret que vous... Et je n'ai jamais eu, alors pour le coup, d'aucun de mes patrons, ministre ou secrétaire d'État. Je pense que les douanes, je ne devrais pas le dire à leur place, n'ont pas eu non plus de message dans un sens différent. Je n'ai jamais eu de message me disant qu'il fallait lever le pied ou ralentir. Ça, c'est là, je suis tout à fait formel. Juste une explication, puisque c'est un texte réglementaire et donc l'administration l'a préparé et en porte une part de responsabilité, sur le décret que vous évoquez du 6 mai 2012, avec certes toutes ces imperfections. Je pense, mais là pour le coup, ce sont les ministres qui signé qui vous le diraient peut-être mieux que moi, mais enfin mon analyse personnelle, encore une fois, donc c'est un peu compliqué quand on parle sous serment de donner des analyses personnelles. Mon analyse personnelle, c'est que le gouvernement sortant a voulu, avant de laisser la place, avoir un texte qui puisse exister. C'est-à-dire que ce décret était prévu dans la loi qui a créé l'écotaxe, et le gouvernement sortant a voulu laisser un dossier qui puisse effectivement fonctionner en l'état, encore une fois avec toutes les imperfections. Donc il y avait à tel point d'imperfection qu'on a beaucoup discuté dans mes services pour préparer ce décret, qui a été effectivement très compliqué, qui était difficilement applicable, j'en conviens complètement, mais il répondait à la loi telle qu'elle était rédigée. Et à tel point que quand le nouveau gouvernement est arrivé,
c'est une des premières questions que m'a posé le ministre délégué, bien entendu, était de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce décret, il est inapplicable, etc. Bon, dont acte, mais que simplement on a évidemment discuté avec son cabinet et qu'on s'est aperçu assez rapidement que c'était la loi qu'il fallait changer et que ce n'était pas un dispositif réglementaire qui permettait simple, qui aurait permis d'écrire et de transcrire ce souhait effectivement qu'il y ait un système de répercussion qui s'est finalement transformé en majoration. Donc voilà une tentative d'explication. L'exécution du contrat avec Oumour. Non, pas du tout. Ça n'avait absolument rien pas, à voir. puisque c'était un sujet avec les transporteurs uniquement. Voilà. Non. Voilà, ça ne peut pas avoir qu'avec les transporteurs, pas du tout avec les communs. Et encore une fois, je pense que si... Ces transporteurs et ceux qui passent commande, qui affrètent. Je peux que redire que si le décret initial est sorti très très tard, c'est qu'effectivement on avait beaucoup de difficultés en interne à l'administration et avec nos cabinets de l'époque de rédiger quelque chose qui permette d'appliquer la loi, ça c'est tout à fait exact, et que c'est à tel point qu'effectivement quand on a voulu mettre quelque chose de plus clair, on a proposé au ministre de changer la loi, ce qui a été fait donc début 2013. Alors je donne la parole à M. Roland Ries. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, j'aurais une question à poser à M. Burseau qui me tracasse depuis le début. Lorsque on nous répond sur le choix entre MOP et PPP, une des raisons qui est régulièrement avancée pour justifier le choix du PPP, c'est la complexité du dispositif. Bien. Mais ce qui me tracasse, c'est ce concept même de complexité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la complexité? Est-ce que c'est une complexité technique? Est-ce que c'est une complexité par rapport au réseau taxable, par rapport à la tarification telle qu'elle a été construite? Ou bien est-ce que c'est une complexité qui, finalement, est liée à, je dirais, une forme de perfectionnisme pour, je dirais, empêcher toute fraude. C'est-à-dire que, je m'explique de façon plus précise, j'ai déjà posé un jour cette question et je n'ai pas eu de réponse, c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce que pour empêcher, admettons, 5% de taux de fraude, on n'a pas mis en place une usine à gaz, j'utilise une image, telle que finalement, on aurait peut-être mieux fait d'accepter les 5% et de faire des économies à la fois dans l'investissement, sur les portiques à 1 million d'euros, que sais-je, et sur le fonctionnement du dispositif. Alors, est-ce que, en votre âme et conscience, M. Burseau, rétrospectivement, aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'on a voulu faire mieux que les autres, peut-être, les autres pays, et que cette réduction du risque de fraude, in fine, a coûté ou va coûter encore très cher à l'avenir? C'est une vraie question et souvent soulevée par Madame le rapporteur. J'imagine par Madame la Présidente. Non, Madame le rapporteur surtout. Bon. D'abord, je vais essayer d'y répondre. Je m'excuse, je vais être obligé un peu de lire mes notes parce que ce sujet du 1 pour 1 million est extrêmement compliqué. Donc, je vais essayer de faire un peu de pédagogie dessus. De toute façon, vous aurez une réponse écrite sur ce point, puisque vous avez sollicité une réponse écrite. Mais avant de répondre à ce sujet du 1 pour 1 million, puisque c'est la question que sous-tend Monsieur Ries, sur la complexité technique, indépendamment de cet aspect-là, il est incontestable que le projet est techniquement compliqué. Il faut suivre des véhicules. On avait laissé le choix dans l'appel d'offres entre un suivi par des ondes basse fréquence, comme c'est le cas pour les péages autoroutiers, et un système satellitaire. Tous les gens qui ont répondu, enfin toutes les entreprises qui ont répondu avec un système, ont proposé un système satellitaire. Donc il faut un système satellitaire pour suivre les véhicules. Il faut donc un système informatique central sur lequel effectivement on s'était trompé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'était trompé sur l'estimation du coût effectivement du système informatique central, qui est plus coûteux, mais ça n'a rien à voir avec le entre guillemets perfectionnisme que vous évoquez. Ensuite, effectivement, il faut des systèmes de contrôle, des systèmes fixes, des systèmes embarqués, et puis un système de facturation qui est compliqué. Donc le système, indépendamment du degré de perfectionnisme auquel on a pu souhaiter le pousser, le système de toute façon, et encore une fois, c'est ce qui a été constaté
réalisé dans d'autres pays, il est complexe, techniquement. Je crois que c'est totalement indiscutable. Il est en plus interopérable, grande innovation. Les camions peuvent venir avec leur boîtier s'ils sont abonnés à des sociétés de télépéage autres que celles d'Ecomove. Donc tout ça est une vraie complexité. Donc ça, c'est le fond. Alors maintenant, sur la question que vous proposez, que vous évoquez, je vais prendre l'exemple du 1 million, du 1 pour 1 million. Je m'excuse, là, comme j'ai du mal à le reformuler, je vais lire le papier. Je crois que le principe de ce 1 pour 1 million, ce n'est pas tellement un sujet de performance du dispositif, mais un sujet de sécurité pour le redevable. Et en fait, il faut le lire, j'essaye d'être pédagogique, il faut le lire dans le sens inversé. C'est-à-dire que ce qu'on a souhaité, pour éviter que rapidement on ait des redevables qui démolissent le projet, c'est qu'on soit sûr qu'il ne soit pas taxé plus de 1 million de fois par erreur qu'il ne devrait l'être. C'est-à-dire qu'on veut être sûr que le contribuable qui reçoit sa facture, il n'y a qu'une fois sur 1 million qu'il est facturé à tort. Ça ne veut pas dire, à l'inverse, qu'il y a des oublis de facturation qui sont de 1 pour 1 million, il peut y en avoir plus. Et ça, c'est un sujet de performance qui est demandé à Ecomove, pour lequel il y a des indicateurs. Donc c'est vraiment ça sur le sujet. Et c'est la même chose pour la facturation. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on ne puisse pas effectivement avoir des contestations de factures qui se développent et qui mettraient complètement à mal le dispositif. Parce qu'on voit bien, si tous les jours, vu le nombre de points de facturation qu'il y a et le nombre de facturations par jour, j'ai le chiffre, je ne l'ai pas en tête, et l'effet multiplicatif que ça peut avoir, s'il y a des erreurs de facturation au détriment du contribuable en nombre trop important par jour, on voit bien les polémiques que ça peut créer dès le lendemain matin. Donc le perfectionnisme, il est sur ce point-là, Monsieur le Président. On vous le mettra par écrit parce qu'effectivement, c'est une question à laquelle je comprends que vous soyez très sensible. Et alors, tout peut être discuté. On pourrait dire qu'on aurait dû retenir 5 pour 1 million. Mais encore une fois, il y a un effet multiplicatif dont j'ai plus le chiffre en tête, qui fait que par jour, si on tolère au détriment du contribuable plus de 1 ou 2 ou 3 unités par million, encore une fois, là le chiffre il peut être discuté, de défaillance au détriment du redevable, on entraîne immédiatement une polémique et on met par terre la crédibilité du système. Ça, c'est ma conviction. Qu'à l'inverse, il y ait quelques contribuables qui ne soient pas repérés ou qui aient des points de facturation pour lesquels ils ne payent pas, je dirais à la limite, les douanes ne m'écoutent pas, à la limite, en tout cas, ça me paraît moins critiquable. Moi, je trouve que votre réponse est assez à droite, bien évidemment. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez... Non, mais je la trouve assez à droite, je le dis, comme je le pense. Ceci étant, je ne pense pas qu'on ait le même souci quand il s'agit des amendes de circulation, quand même. Hein. Parce que là, si on s'amusait à reprendre votre exemple de 1 pour 1 million... là, je crois que le nombre de réclamations qu'il y a sur les amendes, sur les radars et tout ça, ça serait assez amusant qu'on fasse la comparaison. Mais vous, enfin, non, juste pour m'amuser un peu. Non, mais moi aussi, enfin pas pour m'amuser, parce que bon, c'est malheureusement pas le lieu de s'amuser, mais juste les contrôles radars, les premiers qu'il y a eu, je me rappelle assez bien. Il y avait effectivement un vent de contestation très fort. Ce n'est plus un sujet de polémique actuellement dans les médias. Hein. C'est plus un sujet de polémique dans les médias. Donc je ne sais pas quel est le ratio qu'ils ont retenu, donc je ne veux surtout pas vous dire de bêtises. Mais il y a un taux qui est quand même très très important au niveau des contestations. Enfin bon, on va pas... Oui, mais ensuite il y a des contestations parce que les gens disent qu'ils ne conduisaient pas, etc. Je crois qu'il va falloir qu'on vienne quand même maintenant, si mes collègues en sont d'accord, et Madame le rapporteur, à l'affaire de la suspension. Juste quand même deux questions. Alors, juste pour moi, deux questions très directes avant de venir à ça. Je voudrais vous demander d'abord si vous avez rencontré les concurrents vous-même. Est-ce que vous les avez rencontrés? À quel moment, Madame? Dans le dialogue compétitif. Personnellement, la réponse est non. Voilà, vous avez laissé plutôt à vos adjoints. Je n'ai absolument pas participé à quelque phase que ce soit du dialogue compétitif. D'ailleurs, j'avais noté que vous n'étiez pas présent non plus aux réunions de la commission consultative. Non. Là aussi, vous étiez représenté. Non plus. C'est pas un reproche, c'est je réponds très clairement à cette question, non. Mais pour être encore plus précis,
J'ai par contre demandé à l'une ou l'autre étape de ce dialogue, notamment quand des offres initiales ont été remises, j'ai demandé à mes services de me fournir les premiers chiffres qui étaient sortis. Voilà. Donc j'ai demandé des explications. Je ne suis jamais intervenu à titre personnel dans le dialogue, à aucun moment, ni en première phase ni en deuxième phase. Très bien. Et alors, dernier point, avant de donner la parole à Madame rapporteure, sur l'implantation quand même du site Ecomove à Metz. Moi, je voudrais savoir si l'État est intervenu quand même pour favoriser cette implantation, parce que nous, quand on y a été, on n'a pas trouvé ça très clair. Je vous le dis clairement de mon côté, parce que franchement, comment tout d'un coup ces gens-là ont pensé à aller à Metz, qui était le lieu d'implantation, par contre, d'un des concurrents. Puis tout d'un coup, Ecomove va dire, ah oui, si, il y avait une grosse installation de la SANEF, hein, c'est ça, à Metz. Bah, c'est les élus qui nous ont raconté ça. Eux, ils étaient convaincus que c'était la SANEF qui allait remporter le dossier. Et donc, il y a une implantation qui est partie sur la base aérienne, d'abord en centre-ville de Metz, et ensuite sur la base aérienne. Mais moi ma question, elle est très précise, c'est est-ce que l'État est intervenu pour favoriser l'implantation du site Ecomove à Metz? D'accord. Et je vais même continuer. Est-ce que vous percevez des loyers aujourd'hui? Je crois qu'on vous a posé cette question. Vous avez posé la question. Alors, là, je vais dire en partie joker, pas surtout, hein, bien entendu. Vous voyez que je ne me défausse pas beaucoup de vos questions. Sur le site, les douanes, mais pour le coup, mes collègues successifs des douanes, vous le direz plus clairement, avaient fait le choix d'implanter leur site correspondant effectivement à tout le service Ecotax à Metz. Donc, c'est vrai que quand la question de l'implantation s'est posée pour Ecomove, on a plutôt eu tendance à dire que ça ne serait pas complètement idiot qu'ils regardent si c'était absurde d'aller s'installer à Metz. Voilà, pour être tout à fait clair, tout en disant clairement, puisqu'il n'y avait aucune indication dans le contrat et aucune indication dans le dialogue qu'il y a eu avant, il n'y avait rien du tout, tout en disant qu'évidemment ils étaient libres d'aller là où ils le souhaitaient, pour peu que ça puisse fonctionner quand même avec le centre des douanes à Metz. Je sais qu'ils ont eu des propositions d'autres communes. De mémoire, je citerai Calais et Reims qui avaient remis des propositions. Donc ça, c'est pour répondre à... Voilà, on a effectivement plutôt incité à ce qu'il y ait un rapprochement avec le site des douanes. Mais je dis bien plutôt incité. Alors, par contre, vous avez posé des questions que j'ai interprétées comme allant plus loin. Est-ce qu'il y a eu un dispositif... J'ai interprété, peut-être à tort, hein, comme étant une question, est-ce qu'il y a eu un dispositif financier d'aide effectivement à l'installation à Metz, que ce soit d'ailleurs par l'agglomération ou par l'État, dans le cadre effectivement des reconversions des casernes. Je ne suis pas aujourd'hui en état de vous répondre. J'ai immédiatement transmis la question que vous m'avez envoyée par écrit au préfet de région pour demander des explications là-dessus, ainsi que sur la question sur les paiements de loyer. Alors d'abord, pour répondre clairement, le ministère, en tout cas en tant que tel, de l'écologie, etc., ne perçoit pas de loyer, ça c'est clair. Je ne suis pas en état de vous répondre sans avoir la réponse du préfet pour savoir si soit la collectivité, soit l'État, parce qu'il y a un problème de transfert de propriété. La collectivité nous a dit non. Hein. La collectivité nous a dit non. L'État, je ne sais pas s'il y a eu un transfert de propriété ou pas encore, effectivement, entre l'État et la collectivité. Je pense que c'est une AOT, c'est tout. D'accord. Donc je n'ai pas d'éléments de réponse à vous donner là-dessus, mais j'ai sollicité le préfet de région. Je vous transmettrai la réponse du préfet de région dès que je l'aurai. Merci d'avance, monsieur le directeur. Madame le rapporteur. Oui, tant qu'on est sur l'implantation sur Metz, à Metz, Ecomove a 2 bâtiments qui sont distants d'à peu près 4 km, 4 km 5. Et un des 2 bâtiments est entouré de 6500 à peu près mètres carrés qui sont constructibles là où ils sont. Quelle est l'utilité pour Ecomove d'avoir ce bâtiment avec des mètres carrés constructibles autour? Franchement, je ne peux pas répondre à votre question. Je n'ai pas d'éléments sur ce sujet. De même que vous m'avez posé, hein, je déroule les quelques questions sur ce plan auxquelles j'ai pas de réponse. Vous m'avez posé également une question sur le problème des salariés. Je ne vous cache pas que ma direction générale ne suit pas ce problème aujourd'hui, en tout cas des salariés. C'est peut-être un sujet qui va venir dans les discussions pour la suite des événements, mais pour l'instant, c'est un sujet que je n'ai pas eu mandat pour traiter, donc je ne l'ai pas traité. Pour revenir un petit peu sur le sujet du contrôle, donc vous nous avez expliqué l'importance que revêtait à vos yeux le contrôle et donc le fait que les redevables ne soient pas taxés injustement. Les portiques, notamment, servent à ce contrôle. Bien sûr.
D'accord. Et les membres de la commission d'enquête, en tout cas plusieurs d'entre eux, et puis sur le terrain aussi, on l'entend, il y a beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas compris encore aujourd'hui que les portiques servaient au contrôle et non pas au recouvrement de l'écotaxe. Alors si c'était si important que ça le contrôle, est-ce que vous n'avez pas le sentiment à ce moment-là que quelque part, je ne sais qui, je ne sais quel service, mais que quelqu'un a failli, peut-être Ecomove, a failli en tout cas à une mission de pédagogie et d'explication autour des portiques? Vous me demandez un avis, hein, donc je pense qu'effectivement il y a un sujet, mais il y a un sujet. La question que vous posez, elle est évidemment totalement pertinente. C'est probable parce que sinon les gens l'auraient pas découvert ou à la dernière minute. Donc il y a un sujet, c'est clair. Mais en même temps. Peut-être que le défaut de communication, et si défaut de communication il y a eu, est lié au fait que comme je l'ai rappelé dans mon introduction, ces portiques, ils ont été en place pour certains d'entre eux pendant 18 mois, sans que personne ne songe à les attaquer. Et il y a eu, malgré tout, alors j'ai pas gardé, donc je fais attention à ce que je dis, mais j'ai quand même souvenir de quelques articles de presse expliquant l'arrivée de ces portiques et expliquant à quoi ils servaient. Mais encore une fois, ça fait partie des questions que vous posez. Je suis assez prudent parce qu'il m'appartient pas de juger une communication gouvernementale, puis ça devient un avis personnel et pas un fait précis. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet et le fait qu'effectivement, quand j'ai vu apparaître les articles dans telle et telle presse disant que c'était un scoop, effectivement, parce que c'est bien le cas, hein. Je ne citerai pas les organes de presse, mais dans 2 ou 3 articles de presse, c'était présenté quasiment comme un scoop, alors que c'était un secret en tout cas, qui n'était pas gardé du côté de la DGITM sur ce plan-là. Vous nous avez parlé aussi des retards d'Ecomove et donc on le sait aujourd'hui, il y a un certain nombre de retards qui ont été liés au fait que des défauts majeurs ont été relevés dans les demandes de mise à disposition d'Ecomove. Donc Ecomove est en retard, l'État a quand même autorisé un certain nombre de marches à blanc, notamment une première dès juillet 2013. Oui. Donc est-ce que c'était pas un petit peu voué à l'échec? Est-ce que la marche à blanc était entre guillemets un pré-test ou une marche à blanc martyr, comme on parle parfois de documents martyrs? Ces marches à blanc, elles ont fonctionné à peu près correctement, autant que je sache. Donc il y avait encore un certain nombre de systèmes qui étaient considérés comme des systèmes effectivement avec des défauts majeurs, mais à partir du moment où elles ont été lancées, d'ailleurs je ne crois pas que ce soit à partir de juillet, hein, c'est 2013. Fin juillet, elles ont commencé à fonctionner. Oui. C'était effectivement un test un peu en grandeur nature et elles ont eu le mérite de montrer que le système de tarification fonctionnait à peu près correctement. Hein. Oui. Sur la première, il y avait quand même des défauts majeurs, ce qui a justifié justement d'autres. Voilà. Oui. Hein. Non, mais il y a eu plusieurs centaines de défauts majeurs qui étaient détectés jusqu'à ce qu'on prononce la VABF, qui a in fine été prononcée début du mois de janvier après les homologations. Les homologations. Toujours sur cette performance exigible et tout à fait légitimement des Ecomove, la MAP avait prononcé un certain nombre de remarques, notamment sur les procédures de contrôle et de suivi du dit contrat, et notamment du respect des indicateurs de performance. Ces réserves n'ont pas été suivies, autant que je sache, même pas de réponse. Pour quelle raison? Et en plus, ils ont eu que 48 heures, nous ont-ils dit, pour dire ce qu'il en était. En tout cas, ils n'ont pas été capables de nous produire une réponse écrite. Il y en a peut-être une, dans ce cas-là, vous allez peut-être pouvoir nous la donner, ou nous dire au moins quelles réponses ont été apportées. Je vous donnerai effectivement une réponse, non pas écrite, mais c'est un compte-rendu de réunion qui a eu lieu avec la MAP de mémoire le 14 octobre 2011. Donc, effectivement, il y a eu un compte-rendu écrit. Sur ce sujet, je pense que... je n'ai pas forcément tous les éléments techniques pour rentrer dans le détail. Je dirais simplement qu'il y a un certain nombre de leurs observations qui, si on les avait suivies, auraient profondément modifié l'équilibre économique du contrat. Et à partir du moment, effectivement, où l'équilibre du contrat, c'était ce qui résultait de l'appel d'offres, ça paraissait difficilement applicable. Il y en a une autre de mémoire qui demandait qu'il y ait une négociation effectivement sur un point précis avec Ecomove. On a donc très rapidement essayé d'entamer une négociation dont on a donné le compte-rendu à la MAP. Donc ceci, ça a été fait. Alors sur l'urgence, Madame la Présidente, puisque vous dites sur la rapidité de consultation, que sur un contrat, je voudrais en dire 2 mots. Je voudrais en dire 2 mots et ce sera mis par écrit. Le système qui imposait de consulter les ministres en charge du budget et des finances
a été imposé par un décret qui date de 2009, je crois, ou quelque chose comme ça. Il se trouve, la pièce sera jointe à mes réponses, que ce décret n'était pas sur le site internet de la MAP. C'est exact. Deuxième rapport n'est pas sur le site. Il n'était pas sur le site de la MAP. Mais il n'a pas à l'être, à mon avis. Non, il n'a pas à l'être sur ce deuxième rapport. Le site de la MAP, c'est quand même la référence sur laquelle, en tout cas moi-même, je travaillais pour voir quelles étaient les obligations. Donc j'étais resté, alors sans doute à tort, parce qu'effectivement, nul n'est censé ignorer la loi. J'étais resté sur l'esprit que la personne qui devait donner son agrément au contrat était le contrôle économique et budgétaire du ministère, ce qu'il a fait dans des délais tout à fait raisonnables qui lui ont été confiés. Il l'a eu, on en a discuté, etc. Et je reconnais, sûrement à tort, mais à culpa, que compte tenu effectivement de l'état du site de la MAP, cette pièce qui quand même était un élément important pour la signature d'un contrat, elle n'était pas dedans. Donc effectivement, moi-même et mes services, encore une fois, mea culpa, on a découvert ce problème effectivement une dizaine de jours avant la date prévue de signature du contrat. On s'est mis du coup en ordre d'envoyer effectivement le projet de contrat aux deux ministres concernés, de Bercy, qui ont saisi la MAP. On a fait une réunion effectivement très rapidement sur les points qu'ils ont soulevés. Encore une fois, le compte rendu sera joint à mes réponses écrites que vous apprécierez. Je dirais simplement en conclusion, la raison pour laquelle ça a été un peu bousculé du coup, c'est que à l'époque, on estimait que on perdait 3 millions d'euros par jour de retard de signature du contrat. On en avait perdu beaucoup, y compris par la procédure. Donc il y avait quand même un enjeu financier. Donc première raison. Il y avait aussi des sujets un peu plus compliqués de date de validité des offres, etc., qui dans le système contentieux qu'on avait eu pouvait nous faire craindre qu'il y ait un nouveau contentieux si on ne signe pas assez rapidement, qui aurait pu être exploité par le fait que des gens auraient pu considérer que Ecomoove n'était pas en état, etc. Bon, et je dirais qu'ensuite, chacun prend ses responsabilités, mais que les ministres en charge, qui ont bien dû à un moment ou à un autre donc regarder l'avis de la MAP, ont considéré que les réponses qu'on y avait apportées devaient être satisfaisantes, puisque les deux ont émis un avis favorable à la signature du contrat. D'accord avec Madame le rapporteur. On passe maintenant à la suspension, si vous êtes d'accord. Et est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez un bilan matériel et financier, parce qu'on va peut-être commencer par ça, des détériorations, des montages, des installations de contrôle, etc. Est-ce qu'il y a des coûts qui sont couverts par les assurances ? À quelle hauteur ? Ça, c'est quand même un premier point qui intéresse notre commission, quand même. On a compris que le coût unitaire d'un portique, c'était 1 million d'euros. Moi, j'ai cru comprendre que ça c'est à la charge de l'État. C'est pas à la charge, quand il est détérioré, c'est pas à la charge des Ecomoove. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué, Madame la Présidente. C'est pour ça que je pose la question. Un tout petit peu plus compliqué. Alors, je n'ai pas de bilan précis. On n'est pas capable de dire aujourd'hui combien il y a eu de dégradations ? Si, en ordre de grandeur, 10 millions d'euros au coût unitaire du portique et des équipements mobiles. Je pourrais vous donner un chiffre plus précis, j'ai redemandé à mes services, mais l'ordre de grandeur aujourd'hui des dégradations, 10 millions des d'euros. installations fixes, 10 millions d'euros. Bon. Sur le sujet effectivement de qui doit payer ça. Alors, quand c'est ce que prévoyait le contrat. Si ce sont des dégradations isolées, comme ça peut exister un jour dans un département, 3 semaines après dans un autre département, c'était en principe par le contrat à la charge des Ecomoove, et Ecomoove était assuré. À partir du moment effectivement où ça s'insère dans une processus effectivement de volonté, je dirais, organisée de nuire et de détruire, effectivement, Ecomoove nous fait remarquer gentiment que du coup ça devient la responsabilité de l'État. C'est comme ça que c'est écrit dans le contrat. Donc on va évidemment discuter de ce sujet avec eux. C'est un sujet à 10 millions d'euros, hein, pour être clair, peut-être un peu plus. Je ne vais pas vous donner de chiffres beaucoup plus précis, mais voilà le sujet. Hein. Donc on va discuter de ce point précis. Alors qui négocie avec Ecomoove aujourd'hui ? Concrètement, qui c'est qui est en rapport et qui négocie ? Malheureusement moi-même et mes services qui négocient avec Ecomoove, par définition. Donc budget, tout ça, budget, les douanes un peu, non ?
Non, le budget. Moi-même, enfin, la DGITM et mes services, avec l'aide évidemment d'un conseil et les douanes. Et les douanes. Alors, pour être plus précis, évidemment, avec des allers-retours avec mon cabinet. Avec des allers-retours? Avec mon cabinet. Madame le rapporteur, là-dessus, une question? Alors, moi, je vais continuer à en poser, si mes collègues ne lèvent pas le doigt. Jusqu'à quand la suspension, elle est tenable sur un plan... Est-ce que vous avez... D'abord, pardonnez-moi, j'aurais dû commencer par ça. Ecomove n'a rien payé à ce jour, à l'État. Mais à part le loyer, vous n'avez rien touché. Rien. Vous n'avez rien demandé non plus à Ecomove. On n'a rien à demander à Ecomove. Non, mais voilà. Non. Bon. Ecomove n'a pas envoyé de facture sur son loyer. Pardonnez-moi. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, excusez-moi. Non, Ecomove ne peut pas nous demander de payer quoi que ce soit. Enfin, pourrait le faire dans l'absolu, mais ne peut pas le faire en l'état actuel des choses, puisque la mise à disposition du dispositif n'a pas été prononcée. Voilà, donc ça ne peut pas se faire avant. Vous allez aller au bout du délai de 2 mois que vous avez, puisque on vous a demandé cette mise à disposition le 17 par lettre du 17 janvier. On me dit qu'il y a eu une autre lettre en complément le 20 janvier. Alors disons que vous avez jusqu'au 20 mars maximum pour répondre. Oui. Alors c'est quoi la politique? C'est de jouer la carte du temps jusqu'au bout? C'est quoi? Alors, pour être tout à fait clair, la DGITM a un mandat de négociation qui lui a été adressé par le cabinet. D'accord. Donc, j'essaye de négocier ou de discuter dans le cadre de ce mandat de négociation. Et alors, c'est quoi les conséquences financières? Aujourd'hui, elles ont toutes été listées. C'est créances d'AI, investissement, loyer à payer. Tout a été chiffré, là? On a un certain nombre de chiffres dont vous savez que malheureusement... On a dit qu'on le verrait dans une audience... On a évidemment un certain nombre de chiffres. Ça, j'en suis complètement d'accord. Y compris sur les coûts de dénonciation. Je pense qu'on a à peu près exhaustivement tout listé. Bon, et quant au mandat de négociation que j'ai, vous vous doutez que je ne peux pas trop en parler publiquement ici. Alors, Monsieur Nègre. Oui, Monsieur le Directeur Général. En allant sur place à Metz, on a eu le sentiment qu'Ecomove aussi ne vous bousculez pas. Alors, une de mes questions, ou la première question que je peux vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce tango-là entre l'État et Ecomove sur le fait que vous avez une mise à disposition avec un courrier, je crois, donc comme l'a dit la présidente, le 17. Pourquoi Ecomove n'était pas en place et n'était pas pressé d'envoyer cette lettre? Il aurait dû, normalement, on était au mois de juillet, puis au mois d'octobre. J'ai encore pas bien compris ce qui s'était passé pour qu'on décale dans le temps. Deuxièmement, la suspension est une mesure d'ordre politique vue, pour reprendre un terme d'un collègue, vu l'émotion des Bretons. Bon, mais pour autant, elle nous coûte, si j'ai bien compris, en dehors des portiques à 10 millions d'euros, elle nous coûte 3 millions d'euros par jour, et surtout, elle impacte directement l'AFIT, l'Agence de financement des infrastructures. Et donc, une question, je dirais, complémentaire, qui n'est pas au centre d'Ecomove, mais quand même, une question complémentaire. Quelles sont les dispositions qu'entend prendre le gouvernement pour remplacer les 800 millions et les poussières qui ne rentreront pas pour l'AFIT? Bon, je voudrais juste, par rapport à la première question que m'a posée la présidente, je n'ai pas été tout à fait précis, donc mes collaborateurs me le font à juste titre remarquer. On avait en fait reçu une facture le 1er octobre d'Ecomove qu'on n'a évidemment pas honoré compte tenu de ce qui s'est passé ensuite, compte tenu du fait que il y a eu une facture qui a été envoyée par Ecomove pour le 1er octobre, voilà, donc qui n'a pas été honorée. Mais qui n'a pas été honorée puisqu'il y avait des VABF avec des anomalies. Voilà, exactement. Hein, bon, voilà. Donc je tiens à le préciser puisque j'ai dit qu'on n'avait pas eu de facture, il y en a eu une. Hein. Alors sur les questions de Monsieur Nègre. La première, c'est qu'effectivement, le processus donc,
de ce qu'on appelle le certificat de VABF, parce que l'écotaxe était suspendu. J'ai reçu comme consigne de ne pas trop me presser pour la signer. Bon, donc elle a quand même été signée début janvier, dans les délais raisonnables, après que l'homologation de l'ensemble du dispositif était obtenue, sachant qu'on avait, mais EcoMove a dû vous le dire, on avait un débat avec EcoMove pour savoir s'il fallait que l'homologation soit faite avant la VABF, après la VABF, etc., qui fait partie d'un des sujets de discussion qu'on a avec eux sur les délais, qui est pendant. Notre interprétation était que ça devait venir après l'homologation, la VABF. Leur interprétation était que ça n'était pas nécessaire. Donc il y a un petit sujet là aussi qui peut être discuté. Encore une fois, la VABF a été prononcée début janvier, donc on en est là. Ils ont fait derrière donc le rapport de ce qu'on appelle la VSR, vérification de services réguliers, qui nous ont transmis, et le contrat tel qu'il est rédigé, fort heureusement d'ailleurs, je m'en félicite, prévoyait à chaque étape pour l'État des délais avant de prononcer les actes suivants. Donc effectivement, on a un délai de 2 mois pour prononcer la mise à disposition, que je vous le disais, qui est mis à profit pour des discussions avec EcoMove, donc sur lesquelles, encore une fois, j'ai un mandat. Alors, allez-y, Madame la Présidente, parce qu'après je vais répondre sur la FIT. Pour vous faire remarquer que ça me paraît difficile quand même de négocier sur la mise à disposition. Quand même, il faut avoir des arguments parce que pour la refuser, parce que là, on n'est plus dans. Est-ce qu'il y a eu des retards en juillet, en octobre, etc. Dès qu'il y a mise à disposition, il y a application du contrat. Oui. Alors ma question sera qui va payer? Parce que donc ici ou là, on parle de la recette qu'on n'aura plus d'écotaxe, mais aujourd'hui, on en est à se dire qu'il va y avoir des sommes à payer par l'État à EcoMove. On n'en connaît pas le montant, on en parlera dans l'audience privée dans un premier temps, mais qui va payer? C'est pas le chapitre, c'est pas la mission 203. Là, le jour où il faudra payer, ce sera bien le chapitre 203 alimenté par la FIT. Hein. Le jour où il faudra payer. Tout passera par la FIT. Oui, tout passera par la FIT. Les recettes et les dépenses passeront par la FIT. Donc, s'il n'y a pas de concours de l'État, je parle sous le contrôle de Louis Nègre qui connaît bien ces questions, ça veut dire qu'il y aura des reports sur toutes les opérations d'infrastructure. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, je dois vous dire, pour votre information, que hier après-midi, le préfet de région d'Aquitaine nous réunissait pour les contrats de plan État-région et bien sûr a dit aux parlementaires, j'étais très concerné par une opération d'infrastructure routière, que bien évidemment tout ça c'était à condition qu'il y ait une recette d'écotaxe. S'il n'y a pas de recette d'écotaxe, il n'y a rien sur Mobilité 21, il n'y a plus rien. Ça c'est la deuxième partie de la question, monsieur. Bon, donc encore une fois sur le mandat de négociation que j'ai, je suis évidemment prêt à en parler, mais dans un cercle à huis clos, parce que c'est des sujets qui pas de dévoiler tous nos arguments de négociation avec EcoMove pour qu'ils les retrouvent. Enfin bon, pas insister sur ce plan, mais je suis évidemment prêt à vous en parler à huis clos. Le sujet que soulève M. Nègre, les deux ministres se sont exprimés sur le sujet. C'est sûr, une des raisons pour lesquelles, fondamentalement, je reparle à titre personnel, mais fondamentalement, j'ai poussé les feux sur ce dossier, c'est que je suis convaincu que c'était un élément absolument vital et nécessaire dans le cadre des difficultés budgétaires qui ne sont pas prêtes de s'arrêter malheureusement pour alimenter les infrastructures en France. Et qu'on se garantissait avec ces recettes, une recette pérenne qui vient s'ajouter aux autres recettes pérennes de la FIT que vous connaissez bien, Madame la Présidente. Hein. Elles ne sont pas très nombreuses. La taxe d'aménagement du territoire, la redevance domaniale qu'on a péniblement augmentée de 50% au prix de débat avec cette autoroute très compliquée. Et puis le reliquat des amendes radar, une fois que tous les frais de fonctionnement ont été perçus et une fois que les collectivités ont eu leur quote part. Et quand on voit les reports qu'il y a déjà à payer... Les restes des opérations anciennes. Donc c'était effectivement dans mon esprit, et je pense aussi dans l'esprit des ministres, très clairement la garantie effectivement d'avoir une ressource pour alimenter les financements des infrastructures de transport. Et je dis même pas forcément leur développement, mais au moins là maintenant, c'est la modernisation de ce qui existe, hein, qui est quand même mise à rude épreuve aujourd'hui. Alors, pour cette année, M. Nègre le sait bien, puisqu'il siège au conseil d'administration de la FIT, on a trouvé des solutions.
Il y a eu un amendement budgétaire qui a été trouvé, notamment par le fait que les gels habituels qui sont sur les programmes ne seraient pas appliqués au programme 203, ce qui permet effectivement de dégager une partie de recettes pour la FIT. On a trouvé de quoi équilibrer les dépenses prévisionnelles, je crois, mais dans la douleur. C'est vrai que les engagements nouveaux sur les opérations nouvelles pour 2014, il n'y en aura pas beaucoup, c'est tout à fait clair, et que ça rend l'exercice, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus, ça rend l'exercice de contractualisation, effectivement, que vous avez donc évoqué avec votre préfet récemment, extrêmement compliqué. Oui, c'est sûr. Extrêmement compliqué. Mais aussi, monsieur le directeur, c'est clair que je ne vois pas très bien comment on va... Enfin, vous parlez d'une négociation, mais je pense qu'on est parti pour ne pas trouver de nouvelles recettes d'écotaxe de l'année. Si on regarde telle qu'est la situation aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui imaginent que le rétablissement se fasse au courant de l'année 2014. À partir de là... D'autant, Madame la Présidente, que si même demain un accord, un consensus était trouvé avec un nouveau dispositif, ça ne repartirait à l'évidence pas à l'identique. Donc il faudrait, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, des textes législatifs. Voilà. Probablement législatif, je ne sais pas, réglementaire en tout cas, remettre le système techniquement en adéquation avec les nouvelles orientations. Ouais. Et il y en a pour quelques mois, je me garderai de vous donner un chiffre, mais il y en a effectivement pour quelques mois entre le moment où on redonnerait le top départ sur un consensus de remise en route, je dirais, et le moment où techniquement ça pourrait le faire. Mais le contrat, lui, va être exécuté, va donner lieu encore une fois, ça, à la fameuse négociation dont vous parlez, mais... Oui. Il faudra bien que sur le plan, du budget général de l'État, il faut bien qu'arrivent des sommes de quelque part. Hein. Elles n'y sont pas aujourd'hui dans votre mission de 203. Hein. C'est clair. Il y a même une recette qui y était et qu'il va falloir supprimer. C'est clair. Et dans le cadre des négociations dont vous êtes chargé, à votre sens, jusqu'à quel moment Ecomove sera encore en suffisamment bonne santé pour être capable de négocier tout en pensant repartir ? Là aussi, c'est compliqué de... On peut en reparler à huis clos si vous voulez, mais sachez que j'aurai cette question. Juste un sentiment personnel, mais encore une fois, là, je suis gêné pour donner des sentiments personnels après avoir prêté serment, parce que c'est... Par définition, c'est pas comme ça que ça se passe. On pourrait me reprocher d'avoir raconté des histoires. J'essaye de pas en raconter. Mon sentiment personnel, c'est que on a les 2 mois effectivement de vérification post-VSR que prévoit le contrat, pendant lesquels il n'y a pas grand risque. Après, c'est sûr qu'il y aura des discussions qui vont être rendues très compliquées par les banques et tout le dispositif. Et effectivement, je peux en dire un peu plus. Donc j'ai le sentiment qu'on a 2 mois, je ne dis pas tranquilles, mais pendant lesquels on a marge de discussion. On a marge de discussion. Mais je vous dis encore une fois, c'est un sentiment très très personnel. Hein. Jean-Jacques Filleul a demandé la parole là. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, Monsieur le Directeur Général, finalement, vous avez peut-être un peu répondu à la question que je voulais poser. Vous avez un mandat de négociation. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il n'aboutisse pas? Et dans ce cas, les conséquences seraient dramatiques, y compris pour Ecomove, dont nous avons vu sur place et entendu, y compris dans la confidentialité, la fragilité financière. Par définition, un mandat de négociation peut ne pas aboutir. Mais encore une fois, je vous en parlerai volontiers plus en détail à huis clos. Louis Nègre a redemandé la parole. Éric ? Ma réponse est oui, par définition, ça peut ne pas aboutir. Oui, on se trouve tous dans une situation très difficile dans la mesure où vous nous confirmez, Monsieur le Directeur Général, que vous allez engager une discussion, mais on l'a bien vu, comme l'a dit Jean-Jacques Filleul tout à l'heure, la fragilité, j'allais dire, totale d'Ecomove dans cette situation, et la fragilité, j'allais dire, de la FIT, qui a encore eu des crédits de paiement cette année à 1,8 milliard, et des autorisations d'engagement qui ne sont même pas du tiers. Donc ça signifie que ça impacte directement les contrats de plan. Ça impacte directement le 3e appel à projet et que donc cette suspension est un véritable souci pour nous tous, je dirais, au plan national.
J'avais une question également, parce que ça a un impact également sur les entreprises de transport qui ont pris leur matériel pour être repérés. Donc vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 180 000 poids lourds qui avaient déjà fait les démarches nécessaires. Sur un ensemble estimé à combien? L'ensemble estimé, on avait en chiffre d'avoir 600 000 redevables abonnés en chiffre rond, et puis des redevables non abonnés occasionnels. Oui, parce que ceux qui ont déjà acheté le système, s'il ne se met pas en fonctionnement, risquent de se retourner contre l'État. Non. Autant on peut avoir un sujet avec les SHT, on l'écrira dans les réponses écrites, autant avec les transporteurs, c'est pour l'instant neutre. C'est neutre? Oui. Merci. Enfin, sauf qu'ils ont fait les procédures d'enregistrement qui ont pris du temps, etc. Mais ça se limite à ça. Éric Dolliger. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, on est actuellement dans une procédure, je vais dire, réglementaire, administrative, qui mène à une négociation avec un mandat de négociation. Donc, à la limite, on est dans le cadre du contrat. Bon, il y avait du retard pour des raisons X, on n'est pas d'accord sur les raisons, on négocie. Maintenant, on va rentrer, après, quand vous aurez fini de négocier, dans le temps politique. Puisque, bien évidemment, il faudra bien prendre une décision à un moment donné. On relance ou on ne relance pas la machine, sous quelle forme on la relance, quel délai va y avoir en conséquence. Moi, j'avoue que je suis inquiet, parce que quand je vois les conséquences que mon collègue rappelait, aussi bien sur la FIT, mais parallèlement, bien sûr, sur les travaux, parallèlement, non pas seulement sur les entreprises de transport, mais sur les travaux publics, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc on est en train, pour des raisons politiques, c'est évident, on est en train de mettre à mal toute une économie. Et ma question dérivée, bon, vous savez qu'il y avait un projet d'éventuellement d'allonger les concessions routières contre 3,5 milliards de travaux. Je crois que c'est à peu près la somme qui était prévue en disant si on allonge les concessions routières, ça va faire entrer des financements. Autoroutières. Donc ça va permettre de lancer des travaux et de relancer l'économie et de créer des emplois. Alors si parallèlement on n'est pas en mesure de relancer cette politique et qu'on fait durer pendant au moins 6 mois le temps de relancer, si on prend la décision maintenant, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien parce que c'est des considérations très politiques, ce dossier-là, avec en plus des changements, moi je suis très inquiet de l'activité économique qu'il y aura derrière et de la situation effectivement de nos routes, la sécurité, etc. Parce qu'il n'y a pas seulement les routes nationales, mais on le disait tout à l'heure, il y a quand même une part de routes départementales non négligeable, qu'on n'aura plus la capacité d'entretenir. Tout à l'heure, mon collègue disait que pour lui, c'était 1 million. Moi, c'est 9 millions à peu près que j'attends chaque année pour l'écotaxe. Donc, bien évidemment, ça pèse quand on a pris toutes les routes. Dernier point, mais qui vous concerne moins, mais je le pose à la présidente, parce que je vais aller écouter monsieur le président de la Cour des comptes, là, quelques minutes. J'aimerais, madame la présidente, si vous pouvez demander au Premier ministre qu'il nous donne le rapport qui a été fait il y a 8 ou 9 mois sur les partenariats publics-privés. Je pense que vous avez peut-être été consulté, mais que d'autres qu'on a interrogés ont été consultés. C'est monsieur le Premier ministre qui l'a. J'en ai discuté avec monsieur Sueur qui l'a demandé, qui n'arrive pas à l'obtenir auprès de monsieur du ministre du Budget et qui m'a dit qu'il fallait qu'on le réclame au Premier ministre. Donc je me permets de le demander parce que ça nous aiderait aussi dans le cadre de nos réflexions les uns et les autres. Comme on revient toujours à ce sujet en début de réunion, je pense que ça serait intéressant. Je pense que la commission d'enquête, à la limite, elle peut peut-être auditionner monsieur le Premier ministre et lui faire sous serment l'obliger à nous donner le document. Mais ça on a fait cette demande, Éric, à monsieur Moscovici. Voilà. On va relancer. Mais il n'est pas encore Premier ministre. Non, c'est pour ça que je dis à qui on l'a fait. On a fait cette demande à monsieur Moscovici et de mon point de vue, c'est à lui de nous donner ce rapport et on va faire le nécessaire. Voilà. Et je demande à l'administration de mettre tout en œuvre pour cela. Alors, monsieur... Oui, allez-y, monsieur Burceau. J'ai pas de commentaire à ajouter à ce que vient de dire monsieur Dugier. C'est malheureusement, encore une fois, tout le sens de l'engagement que peut avoir eu la DGITM dans la gestion de ce dossier. C'est que, encore une fois, quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, j'ai travaillé en Alsace un certain temps, le réseau autoroutier était en train de partir vraiment dans un état de délabrement avancé de l'infrastructure. Depuis 3 ou 4 ans, il y a un renouveau du réseau avec des autoroutes qui sont élargies, qui sont remis en état. Et puis à un rythme, il y a plus de 4 milliards qui rentrent,
un rythme qui, pour le coup, est soutenu. Le sujet juste un mot, le sujet que M. Deligé évoquait sur le problème effectivement du plan de relance autoroutier, je ne trahis pas un secret en disant effectivement que, puisque le ministre en a parlé déjà devant les parlementaires, c'est en cours de discussion et il est en cours de discussion avec les commissions européennes, puisque ce sont des allongements de concessions, donc ça relève effectivement d'une instruction au titre des aides d'État. C'est en cours. On va avoir des réunions très prochainement avec la Commission sur le sujet. Donc ça, effectivement, ça donne au moins la perspective qu'il y ait quelques travaux dans les quelques années qui viennent pour les entreprises de travaux publics. Merci, Monsieur le Directeur. Et pour le reste, je partage tout sur les problèmes financiers, c'est évident. Oui, sur les problèmes financiers, bon, ce risque budgétaire, nous on fait souci quand même. Hein, ce risque budgétaire pour l'État intéresse particulièrement notre commission à ce stade. Donc on est un peu sur notre faim parce qu'on comprend bien, vous négociez. Mais j'aurais bien voulu quand même que vous nous disiez quelle est vraiment la nature de vos relations avec Ecomove quand même. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas inquiet de l'évolution de la relation contractuelle? Ça, vous pouvez me répondre. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est pour ça que je voulais poser la question, Madame la rapporteure, sur qu'est-ce qu'on a comme délai avant que tout ça risque de dégénérer. Je pense, et compte tenu effectivement des autres intervenants que sont les banques et les SHT, je pense qu'effectivement, raisonnablement, il faut avoir trouvé des solutions dans les 2 mois qui viennent. Hein. C'est vraiment, c'est ça. Pour ça, mon sujet, pour l'instant, on se parle avec Ecomove. Bon, je suis content de savoir que vous parliez parce que Ecomove nous a dit qu'ils ont appris quand même la suspension sine die par la presse. C'est quand même pas. Madame la Présidente. Oh, Madame je vous provoque un tout petit peu, Monsieur le Directeur. Mais quand même. Est-ce bien raisonnable? Madame la Présidente, bon, je voudrais juste dire que vous savez dans quelles conditions cet abandon, cette suspension a été prononcée. C'est au cours et à l'issue d'une réunion avec les partenaires bretons. Et je dois dire que moi-même, en charge du dossier, j'ai eu l'information effectivement juste avant la fin de la réunion parce que quelqu'un m'a mis un SMS pour me prévenir que c'est ce qui serait annoncé publiquement quelques minutes après. Donc c'est effectivement, c'était pas du tout quelque chose de, enfin, je ne parlerai pas à la place du Premier ministre, mais l'information en tout cas, elle a été, même vis-à-vis des services donc, de l'État qui travaillent sur le dossier, je l'ai eu et c'est assez normal puisque c'était l'objet du résultat d'une négociation et d'une discussion entre le Premier ministre et les partenaires bretons qui a duré, de mémoire, pas mal de temps. L'information est tombée juste après. Alors c'est vrai, j'ai pas eu le réflexe. Moi, il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse effectivement de me prévenir par SMS quelques minutes avant la fin de la réunion. C'est vrai que j'aurais pu avoir le réflexe d'appeler tout de suite Ecomove après, mais ceci dit, c'était tellement sur tous les médias. Voilà. Non, c'est clairement pas calculé. Et c'était tellement sur tous les médias pour le coup dans le quart d'heure qui a suivi que Ecomove l'a appris par les médias. Ça n'avait plus de sens de les prévenir. Comme j'ai failli le faire. Alors, je vais donner la parole à Madame le rapporteur si elle a quelque chose à rajouter. Non, je pense que les autres de mes questions seront effectivement les mieux venues à huis clos parce que de toute façon, vous ne pourrez pas y répondre ici. Donc, alors, je rappelle que ce huis clos aura lieu le 11 mars, dans l'après-midi, je crois. Hein, c'est ça, dans l'après-midi. Donc, le 11 mars. Et je rappelle que ce huis clos sera intéressant parce que vous ne serez pas seul. Vous serez présent, mais il y aura également Ecomove et il y aura également les banques. Voilà. Voilà un peu le format de cette audition. Oui, parce que c'est bien. C'est très bien d'avoir des relations. Ça nous évitera peut-être de poser les questions plusieurs fois. Ça nous évitera peut-être de poser les mêmes questions plusieurs fois. En tout cas, merci beaucoup. Donc c'est le 11 mars après-midi. Okay. Merci beaucoup de vous être prêté à cette audition, Monsieur le Directeur. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure.